Madame, Monsieur, bonjour et merci pour votre fidélité à cette émission matinale. La Cour commune reprend après quelques jours de pause qui nous a permis de faire des réaménagements sur le plateau et également dans le conducteur de cette émission. Vous allez les constater, les maîtriser au fur et à mesure que nous allons donc évoluer. Mais toujours est-il que je suis avec Émeric Okupeeli. Bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi. Bonjour chers amis et fidèles téléspectateurs. J'espère que le repos a été, disons, reposant, si on peut se répéter comme ça. Il le fallait pour qu'on revienne en forme. Très bien. Et bien sûr, elle nous a rejoint, Modeste Dosotogbe. Bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, ça vous fait quoi de nous rejoindre? C'est toute une joie hein, et je pense qu'on va faire une très belle aventure ensemble. Super, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et il faut dire que Nafisat et Ali Latou sont appelés à d'autres tâches. Donc, l'équipe a été un tout petit peu revue néanmoins. C'est toujours pour votre plaisir et c'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons chaque matin. Nous reprenons avec un sujet d'actualité, un sujet donc qui a été favorisé par Internet et davantage la Covid-19 ces dernières années. Il s'agit bien du e-commerce. Le commerce donc en ligne se positionne aujourd'hui comme une solution ou une facilité à beaucoup d'entreprises naissantes ou pas. Cependant, en Afrique, même si elle connaît aussi une forte évolution, elle est confrontée à beaucoup d'autres obstacles que nous allons essayer d'analyser sur le plateau et proposer des solutions, pourquoi pas, afin que nous puissions en bénéficier davantage sur le continent. Alors, le e-commerce, quel risque? Nous allons en parler avec nos invités sur le plateau qui vont nous rejoindre dans les prochaines minutes. Qui dit que l'argent n'est pas bon? L'argent fait tout dans ce monde. Sans l'argent, vous n'êtes rien. Vous êtes aimé par l'argent et vous êtes aussi détesté par l'argent. C'est ça. Il faut tout faire pour être aimé par l'argent. C'est plus mieux. C'est meilleur, je pense. Parce que, oui, c'est vrai, c'est ça qu'on cherche. Hein. Peu importe. D'ailleurs, nous sommes ici, comme vous l'avez si bien dit un peu plus tôt, justement parce qu'il faut gagner sa vie également. Et il ne faut pas, justement, se prêter aux commentaires et autres et laisser tomber cet aspect de la chose. Que chacun essaie de trouver ce qui lui permettra de vivre mieux, tout simplement. Et je pense que ça ira, oui. Vous avez tout dit. Je pense que sans argent, il y a rien dans ce monde-là qu'on puisse faire. Hein. Quand vous n'avez pas les moyens, vous avez beaucoup d'ambition, mais quand vous n'avez pas les moyens, vous n'arrivez pas à les réaliser. Donc je pense que c'est ce pourquoi nous nous battons tous les jours, c'est ce pourquoi nous vivons d'ailleurs. Et donc cherchons l'argent, mais cherchons l'argent de façon noble et de façon légitime. Formelle, voilà, légale, c'est ça, voilà, légal. Absolument. Merci Émeric pour ce son. C'est vrai que je ne le connaissais pas, mais apparemment, Modeste, oui. Oui. Quand on parle d'argent, pourquoi manquer une très belle opportunité de suivre et de comprendre ce qui est dit. Parce que je pense que l'argent, sans l'argent, on ne peut pas s'habiller. Sans l'argent, on ne peut pas se faire aimer. Hein. Comme vous êtes très bien habillé ce matin. Émeric aussi est très bien habillé. Merci. Donc sans argent, il ne peut pas le faire. Hein. Merci beaucoup. Merci Modeste, merci Émeric pour ce son. Alors, nous passons actuellement au buzz du net. Le buzz du net, nous retenons quoi, Émeric? Pour le buzz du net, il y a une image qui circule depuis quelques jours sur la toile et ça parle bien sûr d'une maladie qui a fait son apparition au Bénin. On parle de la variole du singe. Voilà, donc c'est une image qui passe depuis quelques jours sur la toile et voilà comment un peu ça se manifeste. Le ministre de la Santé a alerté la population sur ce genre de maladie qui est déjà dans notre pays et donc a recommandé à toute la population de faire beaucoup plus attention, surtout par rapport aux enfants. Donc voilà, l'image a créé un peu de polémique, créé un peu de commentaires un peu sur la toilette. Chacun y va dans tous les sens. En tout cas, l'essentiel à retenir, c'est de savoir que c'est une maladie aujourd'hui qui existe dans notre pays. Donc il faut faire beaucoup attention.
Très bien. Modeste, vous l'avez vu aussi circuler sur le net? Oui, pas circuler, mais j'en ai entendu parler. C'est vrai, je ne connaissais vraiment pas cette variole du singe. Et ce matin, j'ai essayé de faire de petites recherches. Et avec tout ce qui se dit sur la toile, je pense que c'est un couple qui vient d'un pays voisin, qui est venu, d'un pays voisin et qui avait cette maladie dans le pays. Donc, je pense qu'il faut vraiment se protéger, vu que c'est vraiment contagieux et chacun prend soin de lui. Très bien. Alors, est-ce que vous avez essayé quand même de chercher un peu ce que c'est, cette maladie-là? Bon, je ne suis pas entré dans le vif de la maladie du sujet, mais ce que je sais, c'est que c'est une maladie qui attaque plus les enfants de l'âge de 0 à 5 ans. Donc, ils sont plus exposés par rapport à cette maladie, mais les grandes personnes aussi ne sont pas épargnées. Donc, je pense que tout le monde, c'est d'ailleurs pourquoi le ministère de la Santé a levé l'alerte et puis a commencé par sensibiliser la population sur cette maladie qui est déjà dans notre pays et qui fait déjà ravage. Très bien. Alors, il faut retenir que la variole du singe, j'essaie de chercher très, très rapidement, est une maladie infectieuse émergente causée par un virus qui est transmis par les animaux infectés. Le plus souvent, ce sont des rongeurs et elle peut être ensuite propagée d'une personne à une autre. Mais la transmission de personne à personne ne peut pas à elle seule contenir une éclosion, nous dit l'article. La présentation clinique est semblable à celle observée donc chez les patients atteints d'autres fois de la variole, mais moins grave donc. Et la variole a été éradiquée, il faut le dire, dans le monde entier en 1980. Cependant, la variole de singe est encore présente sporadiquement dans des régions d'Afrique centrale et occidentale et près des forêts tropicales humides. Donc, de manière générale, il faut dire que le taux, de manière générale, le taux donc de létalité dans les épidémies de variole de singe est de 1 à 10%, mais avec des soins appropriés, la plupart des patients se rétablissent. Donc, normalement, la variole est éradiquée, mais la variole de singe est toujours d'actualité. Il faut faire très, très attention. Lorsque on commence à avoir des petits boutons sur le corps, aller consulter. Il ne faut pas dire que parce qu'il y a eu changement de climat ou bien encore parce qu'il fait chaud certains jours qu'on développe de petits boutons. Non, je pense que avec cette information, il faut tout simplement aller consulter pour être sûr de ne pas également le transmettre à l'entourage, aux enfants et à ceux avec qui on vit. Parce que nous sommes connus également pour ne pas vivre tout seul non plus, on vit en communauté. Et donc, très, très attention. C'est ça. Alors, nous poursuivons avec une autre rubrique de cette émission. Le mot du jour? Le mot du jour, c'est risque. Quand on parle de e-commerce, on parle tout ce qui a rapport avec l'Internet aujourd'hui, c'est un risque qu'il faut prendre, même si beaucoup continuent de le faire avec, bien sûr, toutes les conséquences que cela engendre. Aujourd'hui, on parle de risque. Et quand on parle de risque, il faut savoir déjà que c'est un nom masculin et qui parle de risque, parle de danger éventuel plus ou moins prévisible. C'est le premier sens qu'on peut donner au mot risque. Il n'y a aucun risque, dit-on souvent. C'est un risque à courir, c'est risqué, mais il faut le tenter. Voilà les expressions que nous utilisons très souvent avec le mot risque et le risque est aussi une manière de s'exposer à des conséquences éventuelles issues d'un acte ou d'une action posée. Le deuxième sens du mot risque en droit, on parle de éventualité d'un événement qui peut causer un dommage. Assurance tout risque, par exemple. Vous l'aviez entendu parler sûrement. Voilà. Le troisième sens qu'on peut donner au mot risque, c'est bien sûr le fait de s'exposer à un danger dans l'espoir d'obtenir un avantage. Donc voilà, quand vous vous lancez dans un risque, c'est peut-être pour avoir en retour un avantage, mais quand il n'y a pas d'avantage, il y a forcément d'inconvénients. Absolument. Alors, deux citations avec le mot risque. La première citation vient de Victor Chebuliez qui dit qu'il faut avoir le courage de prendre le risque quand l'opportunité se présente. Il faut avoir le courage de prendre le risque quand l'opportunité se présente. Et la deuxième citation vient de Sacha Guerra qui nous dit que le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Sors de ta zone de confort et fais quelque chose de nouveau.
le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Sors de ta zone de confort et fais quelque chose de nouveau. Plus qu'une citation, c'est une exhortation. Merci. Alors, ça me permet de bondir justement sur le sujet, le e-commerce, qui parfois est un risque qu'on prend. Modeste Dossou-Togbe, vous en avez fait l'expérience, le e-commerce. Le e-commerce est un risque qu'on prend, c'est vrai, parce on est attiré par le beau, par les images qui sont vraiment très jolies. Très attrayantes. Voilà. Oui. Et pardon, voilà. Même quand vous ne voulez pas acheter, vous restez sur l'image pendant quelques minutes. Et on prend le risque de commander, de faire une commande, mais malheureusement, on n'est pas satisfait, on n'a pas le retour. Parfois, vous n'avez pas le produit, ou carrément vous avez le contraire du produit que vous attendez. Donc je pense que nous avons, beaucoup de personnes ont pris de risques et nous allons plus développer ça. Absolument, nous allons développer tout à l'heure avec les invités. Néanmoins, quand on parle de e-commerce, pour vous, ça intègre quoi et quoi? Déjà, il faut partir de la définition de e-commerce qui dit que c'est un commerce en ligne, un commerce électronique, et qui désigne l'achat et la vente de produits et services sur Internet. Voilà, quand on parle de tout ce qui est vous le savez, aujourd'hui, nous avons tellement de ce n'est pas tout se fait aujourd'hui sur Internet. Voilà, donc, on ne peut plus vivre sans. Exactement. Donc aujourd'hui, l'Internet est devenu incontournable, presque à notre quotidien, et tout ce que nous faisons a rapport forcément avec l'Internet. Donc aujourd'hui, le commerce aussi peut se faire sur Internet, et c'est d'ailleurs ça, le e-commerce, qui met en lien le vendeur et l'acheteur. Le vendeur, oui, et l'acheteur. Le vendeur, c'est celui qui poste ses articles, ses produits sur Internet, et l'acheteur est celui qui est derrière son petit écran, son ordinateur, qui fait recours à cette marchandise-là. Donc, je vois que aujourd'hui, c'est presque incontournable. Vous savez, de chez vous, vous pouvez faire du commerce sans ne même pas avoir peut-être une boutique, un siège, un stock. Voilà, un stock. Voilà, vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées grâce à l'Internet aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, vous avez la facilité d'acheter quelque chose en un clic. Vous êtes sur votre lit. Et déjà, vous pouvez acheter la chose et vous faire servir par ce vendeur-là. Donc, je pense que aujourd'hui, nous sommes dans une modernisation très avancée, très poussée. Donc, le e-commerce vient faciliter un peu, en quelque sorte, les échanges. Quand vous avez besoin de quelque chose aujourd'hui, vous n'êtes plus forcément obligé de tenir. Même quand on laisse le domaine du commerce, vous allez dans les autres domaines également, comme l'entreprise, les services en ligne. Voilà, donc récemment, nous avions fait recours à cela, vous et moi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est une panoplie de facilités qui s'offre à nous et qui nous facilite les choses. Donc, le e-commerce, aujourd'hui, est une réalité. Et même avec votre petit téléphone Android, déjà, vous pouvez faire le commerce. Et aussi, une petite entreprise. Voilà, aussi le mythe qu'il y a derrière le e-commerce, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les produits. Vous n'avez pas forcément besoin des produits en stock. Déjà, quand vous postez que quelqu'un est intéressé, vous pouvez faire recours à celui qui a le stock et puis servir votre potentiel client. Donc, voilà. Alors, oui. Mais en fait, tout ce qui a d'avantages a d'inconvénients. Peut-être que nous allons revenir tout au long de la discussion. Il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques dans le e-commerce également, mais les risques qu'il y en a ne sont pas proportionnellement plus élevés que les avantages que ça en découle. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on parle positif. Et il faut tout simplement connaître le milieu pour pouvoir s'en sortir. Et comment faire pour connaître le milieu? Nous allons tout simplement recevoir sur notre plateau plusieurs types de personnes, de profils, je vais dire, deux entrepreneurs qui sont en ligne, qui travaillent en ligne, qui vont nous parler de leurs expériences, de comment ça se passe. Et également, ensuite, suivra le juriste, parce que dans tout pays, il faut un cadre légal. Et le commerce également doit être encadré pour justement permettre à l'économie
de trouver son compte et permettre également qu'il n'y ait pas des fraudes derrière tout cela. Ensuite, nous allons nous retrouver plus tard, pour récapituler et bien sûr, Modeste de Soutogbe nous reviendra avec les messages. Bien entendu, des messages que nous avons eus et on va vous faire part de ces différents messages. Un numéro sur lequel ils peuvent envoyer le message. Oui, alors, vous pouvez nous envoyer vos réactions au 55 07 82 91 via WhatsApp. Très bien. 55 01 82 91, c'est le numéro disponible sur lequel vous pouvez toujours réagir par rapport à cette émission. Ce sera bien entendu par WhatsApp. Merci beaucoup, Modeste Soutogbe et Méric Okupeli, que je vous retrouve dans les prochaines minutes. Le temps d'installer deux autres invités. Nous démarrons le volet discussion avec deux invités. Je vous le disais un peu plus tôt, je reçois pour vous Arosivo Yakuba. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes entrepreneur en ligne, vous êtes coach, vous êtes connu sous le nom de Esprit, c'est bien ça? Esprit, c'est ça. Très bien, merci pour votre présence. Également sur ce plateau, Vodjo René Acha, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Vous êtes community manager, vous travaillez donc en ligne. Vous allez nous dire comment cela se passe tout à l'heure. Ce sera avec plaisir. Alors, le e-commerce, je vous disais, e-commerce a été donc fort favorisé ces dernières années, davantage avec Covid-19 et toutes ces règles, plus de contact, la distanciation et tout cela. Alors, nous avons essayé de définir un peu plus ce e-commerce qui est réellement le commerce en ligne qui fait intervenir beaucoup, disons, acheteurs et bien sûr ceux qui veulent acheter des services ou bien encore des choses en ligne. Néanmoins, je voudrais quand même vous donner d'abord la parole, Vodjo Acha. Quand on parle de e-commerce, est-ce que d'abord sur la définition même, il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Non, je pense que vous avez parfaitement dit ce que c'est que le e-commerce. Si peut-être je dois monnayer ça, peut-être à ceux qui nous suivent, qui n'ont peut-être pas trop été à l'école, on sait qu'on a nos marchés traditionnels et que pour acheter, on va voir la commerçante. Et on paie, et si c'est de la tomate je veux acheter, je lui dis je veux acheter de la tomate et je lui remets de l'argent. Seulement qu'ici, ce n'est plus de façon physique, mais c'est plutôt sur Internet, simplement. Alors, justement, par rapport à cela, quand vous jetez un regard sur l'évolution de ce commerce-là, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle analyse vous faites? Je pense quand même que c'est une révolution qu'il faudrait saluer. Ça a démarré depuis les années 1990, mais bon, au Bénin, c'est arrivé peut-être... c'était peut-être très récent, mais ça permet quand même aujourd'hui aux jeunes d'avoir une autre façon de pouvoir faire en fait du commerce, de pouvoir essayer de chercher en fait de l'argent. Et quand on parle du commerce, ce n'est pas que le produit qu'on peut toucher. Il y a également des jeunes, par exemple, qui ont des connaissances à vendre et ils créent peut-être un petit site ou quelque chose histoire de pouvoir, depuis chez eux, essayer de vendre une formation, un service en fait à d'autres jeunes ou à d'autres personnes en fait qui sont dans le besoin. Qu'on le veuille ou non, c'est une révolution en fait à saluer. Le monde évolue, les technologies évoluent avec et on en est là. De toute façon, il faudra évoluer avec vous qui êtes en ligne, qui avez entrepris en ligne. Comment est-ce que cela a démarré? Bon, ça a commencé depuis, je crois, les années 2002. Voilà, 2002. La première des choses, c'est que avec le e-commerce, il faudrait d'abord savoir que c'est électronique commerce. C'est en anglais au fait, donc c'est électronique, donc c'est le E qui est électronique, ça nomme e-commerce. Voilà, et donc l'idée que j'aimerais que les gens aient en ce qui concerne le e-commerce, c'est le monde virtuel. Voilà, ça c'est la première des choses, parce qu'il faudrait comprendre le sujet clairement. Voilà, c'est le monde virtuel. C'est que le monde est en train de partir, c'est en train de sortir du monde physique
excusez-moi de dire ça, c'est un peu bizarre, mais c'est en train de sortir du monde physique et aller dans le monde virtuel. Et nous allons encore expérimenter beaucoup d'innovations sur la Terre, disons, avec Betaverse qui vient très bientôt aussi. Voilà. Donc, avec le e-commerce, je me rappelle, j'avais fait placer, qu'on appelle ça, un achat sur l'Allemagne en 2002, 2003. Oui. Et j'avais acheté un ordinateur portable. Oui. Voilà. Et puis bon, ça m'a été délivré, en tout cas dans les bonnes conditions. Voilà. Et puis bon, à partir de là, bon, j'ai commencé à travailler. J'ai fait la formation aussi en computer, microcomputer. Et puis bon, j'ai fait aussi le networking, les réseaux. Networking. Et puis bon, j'ai pas fait. Ce que je regrette un peu, c'est que j'ai pas fait de programming. En français, c'est la programmation. Voilà, j'ai pas fait de programming parce que ça maintenant, c'est très important aujourd'hui. Voilà, surtout juste un petit message que je vais donner à la population, à la jeunesse béninoise, de se concentrer beaucoup sur le WordPress. Parce que quand nous parlons de e-commerce, ça c'est véritablement la base, c'est WordPress. Bon, quand on va rentrer dans le sujet, je pense qu'on aura le temps de bien parler. Absolument. Alors, vous avez commencé tout à l'heure à dire que c'est une révolution. Ça a beaucoup d'avantages. Mais essayons quand même de les préciser au niveau de l'entrepreneur qui veut quand même démarrer quelque chose en ligne, mais également au niveau de celui qui a besoin du service ou bien de la chose, si c'est quelque chose à toucher du doigt, pour acheter en ligne, Roger. Oui, déjà, les avantages, on peut en citer un certain nombre, en fait. On peut en citer un certain nombre, mais ici, on va juste brocher ce que je peux dire être l'essentiel. Déjà, quand vous prenez un jeune aujourd'hui, je prends d'abord le cas d'un jeune parce que quand on parle du numérique aujourd'hui, on voit beaucoup plus de jeunes, en fait, que... bon, enfin, c'est pas pour insulter, mais il y a quand même beaucoup plus de jeunes dans le numérique. J'ai envie de vendre un cahier, mais je n'ai pas... les fonds, par exemple, pour louer une boutique physique pour vendre. Mais Internet s'offre à moi comme étant un canal où je n'ai pas besoin de beaucoup de moyens pour démarrer. Donc, je suis là, je propose en fait mes produits, mes services à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Donc, déjà, c'est ça. On n'est pas obligé aujourd'hui, on n'est pas tenu d'avoir en fait une boutique physique quand on veut faire en fait de l'e-commerce. L'autre avantage que l'on a, c'est que vous avez accès à un marché mondial. Il n'y a plus de « je suis à Fidjrosset », donc c'est seulement ceux qui passent par Fidjrosset qui verront ce que je vends. Oui. Non, je m'ouvre déjà, on prend même le cas du Bénin, je m'ouvre déjà à quelqu'un qui est à Porto-Novo, je m'ouvre déjà à quelqu'un qui est à Calavi, ainsi de suite. Donc ça m'ouvre en fait un marché. Et l'autre chose, c'est que j'ai quand même accès à des clients que je peux choisir moi-même. D'accord, comment? Alors, lorsque j'ai un produit à vendre, c'est forcément pour une cible déterminée. Oui. Avec aujourd'hui de la data, la data, les données, on peut essayer de catégoriser les clients auxquels on veut vendre. Donc, j'ai peut-être mon site que j'ai construit pour vendre, mais je peux déterminer de collaborer peut-être avec des gens ayant 10 ans à 24 ans uniquement. Donc, ça me permet d'être focus et de savoir quel objectif je veux atteindre, avec quelle population, en fait, je veux atteindre mon objectif. Donc, ça, c'est entre autres des objectifs, en fait, pour ne pas perdre du temps, en fait, avec des personnes qui ne m'apportent pas vraiment grand-chose. Vous voyez, il y a des gens qui viennent juste vous demander le prix. Oui. Alors qu'ils sont peut-être intéressés, mais ils n'ont pas encore le pouvoir d'achat. Oui. Donc, en attendant qu'ils entrent dans le pouvoir d'achat, moi, je décide aujourd'hui de travailler peut-être avec des gens qui sont de ma cible. Directement. Donc ça, c'est l'un des avantages que nous offre aujourd'hui l'e-commerce. Et c'est assez juste intéressant. Et en tout cas, côté rapidement pour les entrepreneurs, c'est que quand je commence à faire du e-commerce, mais je génère aussi du profit à côté. Le profit dans quel sens? Lorsque j'ai une boutique et que je dois faire livrer un produit à quelqu'un, je suis obligé d'associer un livreur. Donc, je crée même du boulot pour quelqu'un d'autre. Et si la livraison, c'est 1000 francs, il peut me donner 200 francs. Ça s'ajoute à ce que j'ai gagné. Ce que j'ai gagné sur la marchandise. Vous voyez un peu. Donc, ça fait partie aussi des avantages que l'entrepreneur pourrait avoir. Maintenant, rapidement, de l'autre côté, pour les clients, déjà, je reste chez moi. Et je peux commander. Donc, du coup, au lieu d'aller dans un supermarché, dans un restaurant, faire le rang, en attendant qu'on prépare avant que je ne reçoive le truc et tout, je reste chez moi, je vois
l'autre avantage, en même temps qu'il s'assimile au premier, je vois si le stock est disponible. Si je veux acheter de cahiers, Oui. si je suis sur un site, j'ai la possibilité de voir si le cahier est disponible ou si c'est fini. Fini. Donc, je ne perdrai pas mon temps d'aller dans un supermarché où on me dira que le produit Est fini. n'est plus disponible. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme si vous avez besoin aujourd'hui, une petite parenthèse aujourd'hui avec les pharmacies, il y a des applications aujourd'hui au Bénin qui vous permettent de savoir si tel médicament est disponible dans les pharmacies. Ça facilite la vie au client. Donc, il ne perdra plus son temps. Parce Pour faire le qu'aujourd'hui, tour, oui, le gars va ouais. gagner en fait vraiment en fait de son temps, en gros. Et il économise aussi de l'argent de déplacement. Bien sûr. Quoique, il pourra peut-être payer le livreur, mais quand vous calculez la plupart du temps, vous dépensez toujours plus d'argent si c'est vous-même en plus du temps. Donc, ça fait des gains quand même à la personne qui a envie d'acheter un produit en ligne. Et bon, même s'il ne touche pas le produit, il peut quand même en fait, oui, mais il peut déjà voir en fait le produit. Il connaît en même temps les caractéristiques du produit qu'il a envie d'acheter. Et ce qui est intéressant, il peut même converser en fait avec quelqu'un avant même de faire la commande. Donc il y a tellement de possibilités aujourd'hui que nous offre en fait l'e-commerce, que l'on soit entrepreneur ou que l'on soit client. Très bien. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, vous qui êtes entrepreneur en ligne, justement, qu'est-ce que vous y voyez en dehors de ce que nous a cité un peu votre René? Ce que je vois, c'est que, vous savez, l'e-commerce, d'abord, il faudrait voir l'aspect de déblocage ou bien d'enlèvement des barrières, ce qui est très important parce que, vous savez, le monde était très limité, surtout par les langues et puis aussi les frontières. Mais l'e-commerce est venu pour enlever tout ça, pour que le monde soit un réseau plus rapproché, quoi. Ça veut dire que, et ce qui fait que la plupart des gens qui n'ont pas de produits du tout, ouais, maintenant, parce que ça, c'est très important. Qui n'ont pas de produits du tout, c'est les gens qui organisent, ils deviennent comme en anglais, on appelle ça arbitrage. Ça veut dire qu'ils prennent des produits ici. Les intermédiaires. Voilà, les intermédiaires. Voilà. Les affiliés. Des affiliés, voilà. Donc, ils prennent des produits ici, puis ils donnent. C'est ce qu'ils font. Bon, vous savez, c'est des idées qu'en Afrique, très souvent, les gens pensent que bon, ça va rapporter beaucoup d'argent. Mais par ça, Amazon est devenu très riche. Oui. Par ça, Alibaba est devenu très riche. C'est vrai. Ouais, juste parce qu'eux n'ont pas de produits. Amazon n'a pas de produits du tout. Il met juste Voilà. en contact Oui. ceux qui en ont besoin. Oui, oui. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Je me rappelle, un jour, je suivais un documentaire de Jeff Bezos, qui est le fondateur de Amazon. Et il a dit qu'il était avec son épouse et puis les deux ont commencé. Il dit qu'ils s'asseyaient, c'est juste sur la terre comme ça qu'ils ont commencé à emballer les paquets et puis ils envoyaient ça, quoi. Voilà, donc l'e-commerce, ça enlève beaucoup de barrières et je pense que ici en Afrique, surtout au Bénin, il faudrait qu'on prenne ça comme un exemple et puis fonctionner en fonction de cela. Très bien. Oui. Alors, pour un jeune qui voudrait se lancer dans le e-commerce, vendre ses services ou bien encore ses biens, des produits en ligne, je suis sûre qu'il y a des préalables à mettre en place. On ne peut pas tout simplement aller sur Internet et créer ce qu'on veut sur le net et démarrer. Comment ça se passe? Bien sûr, on ne peut pas. Même pour manger, il y a un préalable. Oui, il faut aller d'abord marcher. Déjà, la première chose sur laquelle je voudrais peut-être insister, c'est la formation. Les gens pensent que parce que c'est de l'e-commerce, j'irai en ligne, je n'ai pas besoin de me faire former. Mais quand on parle d'e-commerce, c'est beaucoup de choses derrière. C'est définir une stratégie pour communiquer sur les produits qu'on vend. C'est avoir une stratégie de communication, avoir une stratégie marketing. C'est énormément de choses. C'est pouvoir discuter avec les gens. Donc, il faut aller en fait à l'école. Bon, on n'a peut-être pas des écoles spécialisées ici, mais il y a quand même assez de ressources en ligne pour permettre aux jeunes d'apprendre. Et il y a des personnes, même au Bénin, qui réussissent déjà dans ce domaine, qui peuvent servir en fait de mentors pour guider en fait ces jeunes qui ont envie d'exercer. Maintenant, après, lorsque vous vous faites former, bien évidemment, pour avoir un peu plus de crédibilité, vous avez besoin d'avoir un site internet. Parce que c'est généralement sur le site que vous allez poster vos produits. Aujourd'hui, il y a quand même un débat autour dans l'écosystème. Est-ce que celui qui n'a pas de site et qui a simplement une page Facebook fait également de l'e-commerce? J'allais dire, les réseaux sociaux aujourd'hui offrent une possibilité où on peut mettre des produits en ligne. Alors, c'est un débat.
D'accord? Mais moi, je pense quand même qu'on peut les catégoriser. Parce qu'il y a un truc, tout le monde n'a pas les moyens. Parce que pour construire également un site internet, il faut également avoir les moyens. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous activez votre forfait de 500 francs CFA et que vous avez des photos de bonne qualité, vous pouvez simplement les mettre sur une page Facebook que vous créez. C'est vrai, c'est toute une autre histoire derrière. Mais au moins de base, vous avez ça. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Facebook, simplement pris, c'est plus de 2 milliards de personnes. Et c'est le réseau social le plus peuplé. Selon les dernières statistiques, on a au moins 1,3 million Béninois sur Facebook aujourd'hui. Donc ça vous ouvre quand même, comme je l'ai dit, vers un marché que vous pouvez en fait aller saisir. Il y a des gens qui ont envie de prendre vos produits qui sont à Parakou, mais vous êtes à Cotonou. Oui. Mais s'ils voient votre produit, ne serait-ce que sur Facebook, ils peuvent quand même vous demander en fait de vous le faire transférer. Et après, je pense que pour les jeunes également, il faut savoir s'entourer. Et il faut être honnête. Très, très honnête. Parce que il y a la peur qui guide. Il y a la peur qui guide ceux qui ont envie d'acheter. Oui. Les risques. Justement, ça c'est un élément sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Donc, il y a ces préalables que il va falloir se faire former. Il va falloir se doter d'un site ou au moins avoir des canaux qui vous permettent de proposer vos produits ou vos services. Et après, il va falloir tracer ce qu'on va appeler un parcours client. Parce que quand les gens vont venir vers vous, quand vous allez voir nos mamans au marché, on dit attendez, je vais trouver la monnaie, je vais vous faire ci. Oui. Donc il y a tout un processus que le jeune doit apprendre en fait à installer. Ce n'est pas forcément le travail d'un jour, mais c'est un truc qu'il va devoir faire des erreurs, apprendre, réajuster jusqu'à ce qu'il trouve quel sera lui son process. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Très bien. Et vous donc? Oui, moi, ce que je vois ici, c'est que en ce qui concerne les préalables, c'est qu'il faudrait que les jeunes soient formés, comme il a dit, ça c'est très important. Et aussi, en ce qui concerne la formation, parce qu'il ne s'agit pas d'être juste formé. Voilà. Comme il a dit, il faut avoir un mentor aussi, parce que c'est très important, surtout le côté des mentors. Quand tu as un mentor, c'est lui qui t'aide à t'orienter et à te guider aussi. Cela est très important. Et à part cela, nous avons aussi la formation, je vais dire, en computer, chez un ordinateur. Oui, le savoir utiliser, c'est ça? Oui, le savoir utiliser son ordinateur. La plupart des jeunes aujourd'hui ont des téléphones portables. Oui. Mais ce que la plupart ils ignorent, c'est que c'est de l'argent qu'ils ont en main. Voilà, ils ignorent cela. Parce que c'est de l'argent qu'ils ont en main. Et quand vous prenez dans les pays développés comme au Canada, aux États-Unis, en Europe, par exemple, même en Angleterre, la plupart des jeunes, ils travaillent avec le portable. Ils font de l'argent avec le portable. Mais en Afrique, ici, c'est juste pour socialiser. Pardon, pour socialiser. On n'a pas encore trouvé ce moyen de monétiser. De monétiser. C'est pour cela qu'il faudrait qu'il y ait au fait, des structures pour éduquer les gens. Parce que ça est là, tout est là en fait. Il s'agit seulement de structurer et de pouvoir éduquer les gens. Et à partir de ce moment, ça devient très facile pour la jeunesse pour pouvoir canaliser au fait les atouts qu'ils ont sur le côté de, je vais dire professionnel. Parce que vous savez, le e-commerce aussi, il faut être professionnel. Il ne faut pas juste avoir des produits en ligne. Il faut avoir pas comme les Chinois. Bon, aussi ils ont des bons produits souvent. Mais parce que de toute façon, il y a quand même un marché là-bas justement où tout le monde se rue vers pour pouvoir se faire livrer en Afrique et autres. Oui, mais moi j'ai eu quand même de mauvaises expériences. Oui, c'est sûr. Vous allez nous en parler peut-être tout à l'heure. Alors, vous voulez réagir sur ce qu'il a dit? Non, je suis totalement d'accord qu'il faudrait forcément pour les jeunes se faire former, avoir un mentor. Et il ne faut pas en fait brûler les étapes. Et au-delà du fait d'avoir un produit, il faut trouver en fait l'alchimie aussi pour attirer les gens vers soi. C'est capital parce que on a beau avoir un produit, quand vous venez sur le net, c'est peut-être ça aussi la chose. Vous êtes 2000 personnes en fait à détenir le même produit, mais chez qui on va acheter? Donc il y a tout ça qu'il faudra en fait prendre en compte également. Les compétiteurs. Oui, les compétiteurs, la concurrence en fait. Alors justement, est-ce qu'avec tout cela, on peut dire que le commerce en ligne aujourd'hui est incontournable en quelque sorte pour l'essor de l'économie ou bien de la jeunesse, pour sortir tant soit peu d'un certain nombre
nombre de difficultés que nous rencontrons. Sans risque de se tromper, je dirais oui. Oui, absolument, oui. Oui aussi. Oui, Oui. oui, parce que, au fait, le e-commerce a quand même, je vais dire, démontré beaucoup de millionnaires, même des milliardaires. Et tout récemment, Elon Musk disait qu'il ne veut plus être appelé milliardaire, bon, trillionnaire, quelque chose comme ça. Mais il faudrait dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus quand même riches à partir de e-commerce. Oui, pourquoi? Oui, je trouve que c'est incontournable parce que qu'on le veuille ou non, il y a des jeunes qui, et je me plais à le dire souvent, quand vous arrivez dans l'écosystème béninois, parce qu'il faudrait qu'on arrive un peu à s'y construire aussi, quand vous arrivez dans l'écosystème béninois, vous allez remarquer que la majorité des jeunes qui sont dans le numérique n'ont pas fait une formation de base forcément dans le digital. Oui. C'est un sociologue qui a découvert peut-être le numérique et tout. Donc, du coup, si ça leur permet aujourd'hui de pouvoir essayer de joindre en fait les deux bouts, c'est que forcément, quelque part, ça règle un problème. Et si aujourd'hui, de temps à autre, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à la chose, c'est parce que ça a forcément un impact sur ce que fait leur entreprise, sur leurs revenus. Donc, c'est... Je vais ajouter que, étant life coach, moi je pense que c'est très important pour la jeunesse béninoise de se faire former et aussi d'étendre leur manière de penser parce que c'est très important. Et vous savez aujourd'hui, vous prenez par exemple Singapour ou bien Dubaï, même en Afrique du Sud, il y a beaucoup de compagnies qui sont de l'Allemagne, de l'Angleterre et même des États-Unis qui sont basés, qui ont des centres d'appel dans ces pays. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être en Europe pour pouvoir travailler pour les Européens. C'est-à-dire à partir du Bénin, même je vais dire à partir d'un village au Bénin ici, on peut travailler pour les Européens. Et c'est ce que la plupart des Chinois font. C'est pour ça qu'ils prenaient les grandes sociétés comme Sony, sont basées en Chine. Vous voyez un peu? Voilà, donc la chose, il faudrait que la jeunesse béninoise sache que je peux travailler à partir de ma chambre et faire beaucoup d'argent juste en étant en ligne. Voilà, très bien. Très important. Très bien. Alors, quand on voit aux côtés donc, de tous ces avantages que nous offre le e-commerce, il y a également des risques qu'il ne faut pas négliger pour ceux qui s'y adonnent. Comment est-ce qu'on peut les catégoriser ou bien quels sont ces risques-là ou ces obstacles donc, à l'émergence du e-commerce chez nous? En Afrique, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens, les mêmes outils que sous d'autres cieux. Néanmoins, on ne peut pas ne pas se cacher, il faut bien évoluer avec. Oui. Les risques, je vais dire, premièrement, c'est en ce qui concerne les autorités, le gouvernement, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler, surtout en ce qui concerne les taxes. Ils n'arrivent pas à contrôler. Et ça, c'est déjà un problème à leur niveau. Et puis, je vais dire aussi la régularisation de cette industrie, e-commerce. Ce n'est pas tellement bien régularisé, surtout en Afrique. Un peu. Aux États-Unis, c'est bien. Dans les autres pays, c'est bien. Mais en Afrique, on a encore des problèmes. Ce qui fait que, en matière de transactions, parce qu'il faut regarder la transaction, c'est ce qui est très important dans le e-commerce. Parce que les gens se font duper facilement dans les transactions. Et aussi, puisque tout se passe en ligne, tu achètes des choses en ligne, il y a quelque chose qu'on appelle Payment Gateway. Par exemple, si tu prends PayPal, par exemple, avec PayPal, si tu as un compte PayPal, par exemple, que tu as acheté quelque chose en ligne, si tu n'aimes pas ce que tu as acheté, au fait, tu peux déclarer et puis PayPal te rembourse. Mais ça pose beaucoup de problèmes maintenant pour le vendeur parce que lui, maintenant, tu as déjà son produit. Et toi, tu as ton argent en retour. Et il y a beaucoup de malfrats qui utilisent ça, ce système-là. Voilà. Très bien. Alors, avant de vous donner la parole, Roger René, pour les risques, nous avons essayé de questionner quelques citoyens qui ont fait quand même, disons, l'expérience d'acheter en ligne, en tout cas juste à côté de nous, pas forcément en ligne vers l'extérieur et autres. Et ils nous ont raconté leurs expériences. On les suit et on revient. Oui, j'aime les achats en ligne. Déjà, ça t'aide de gagner plus de temps. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller au marché ou bien au supermarché pour faire les rengards. Ou bien, ça te permet de gagner du temps. Comme tout jeune, il m'est arrivé évidemment de faire des achats en ligne.
Oui, j'ai l'habitude de faire des achats en ligne, par exemple sur Instagram, peut-être pour acheter des vêtements, bien pour commander de la nourriture et tout. J'ai l'habitude de payer des trucs en ligne, et surtout la nourriture, un peu moins, et les habits. Des achats en ligne, plus ou moins, mais je n'aime pas trop. En fait. Oui, je suis satisfaite parce que je demande d'abord à la personne de me faire voir le produit avant d'acheter ça. Donc quand ça va, par exemple c'est des vêtements, ma taille, elle me demande et tout. Bon. Quand ça vient, je suis à l'aise dedans, c'est bon. 9 sur 10. J'ai été satisfaite 9 sur 10 parce qu'il y a certains vêtements, par exemple, si ça vient, ça ne me suffit pas, peut-être ça me sert, donc je dois retourner ça à la dame, dont le livreur doit venir chercher, ça me fait plus de dépenses parce que je dois encore payer la livraison au retour. Je ne suis toujours pas satisfaite, déjà parce que tu vois l'article, c'est en ligne, tu le vois, mais quand on te livre, c'est pas forcément la même chose, on te livre, et là, des fois tu es déçu. C'est un peu ce qui se passe à mon niveau. Au niveau vestimentaire, quand je paye des habits en ligne, je suis vraiment satisfaite. Ça me suffit parfaitement, il n'y a rien à dire. Au niveau nourriture aussi, je suis satisfaite. Ça va, il n'y a rien à dire. Jamais déçue. Je n'ai pas trop confiance. Je n'aime pas confier mon argent à quelqu'un que je ne connais pas. Je n'aime pas, genre... C'est un peu ça, quoi. Genre, le virtuel, je n'aime pas, puisqu'il y a l'arnaque, même le 5 trucs qu'un voisin peut être en train de faire, qui va lui rapporter de l'argent, quelqu'un peut prendre ça et genre, virtuellement ça va devenir une arnaque, vous voyez. Donc une arnaque qui va utiliser contre les siens, contre les autres pour user et utiliser pour mauvaise pratique leur propre argent. Donc les bails en ligne, ventes en ligne, etc. Je n'aime pas, je préfère une rencontre face à face pour causer business, causer affaires. À 90%, je suis satisfait. Ma dernière expérience, c'est ça qui m'a un peu dégoûté. Parce que j'avais trouvé un bon PC qui avait les caractéristiques que je voulais justement. Mais il s'est fait que quand je suis parti là-bas, c'était tout autre de un abord. Et l'apparence qui m'était présentée sur le web, ce n'était pas la réalité de ce que je suis parti trouver là-bas. Et du coup, moi, ça m'a énervé. Je l'ai exprimé à celui qui vendait l'article justement. Mais une semaine après, j'ai retrouvé un autre article, un autre PC sur le même site, pas sur le même site, un autre site, mais toujours sur Facebook. Et quand je suis parti là-bas, bon, c'était pas trop les caractéristiques que je voulais, mais je l'ai quand même pris. Mais un mois après, je vous assure, ce PC a commencé à avoir tous les problèmes du monde. Ça buglait, c'était trop lent. On m'a dit que c'était les problèmes de disque dur, etc. Mais 2 ou 3 jours après, ça a commencé à présenter les écrans blancs. C'était l'écran qui envoyait toutes les couleurs. Bon, je ne pense pas que ça soit à cause de moi. Donc voilà, ce sont les expériences que j'ai rencontrées avec les articles du web qui m'ont dégoûté. Et puis bon, moi je m'y prête plus à cette activité-là. Quand j'ai vu ça en ligne, le PC était nickel. Le PC était joli et tout. Mais quand j'arrive là-bas, j'avais l'impression que le PC était assez vieux. Et il y avait des gratuits au niveau de l'écran. Mais je l'ai fait comprendre que qu'est-ce qui a causé ça. Mais là, il dit que non, quand il avait posé l'article, ça faisait 1 an comme ça. Mais au fil du temps, le PC a pris de l'âge et tout. Donc moi, j'ai pas trop voulu discuter. On a juste essayé de discuter le prix. Mais après, je me suis rendu compte que c'était une venue de France, mais qui me présentait tous les problèmes du monde. Bon, ça m'a énervé à un moment donné. Je suis reparti lui dire, mon frère, le PC que tu m'as vendu, c'est pas le PC que je voulais. Bon, c'était certainement le PC que je voulais. Mais que ce à quoi moi je m'entendais avant de payer ton PC, j'ai pas eu le résultat escompté. Donc, soit tu me rembourses, soit je te rends le PC. On a commencé toutes les histoires. Mais comme je suis quelqu'un, j'aime être pacifique envers les gens. J'ai dû prendre le PC là, ainsi. Mais aujourd'hui, ce PC, c'est pas toujours aisé de travailler avec ce PC là. Donc, ce sont les mésaventures que j'ai eues sur le net et sur le web, que je regrette et que je ne suis pas prêt de reproduire. Alors voilà, donc c'était quelques citoyens qui nous ont conté un peu leur expérience sur Internet, les achats en ligne. René. C'est assez intéressant de voir qu'il y a des gens qui arrivent quand même à vivre des expériences déjà et qui surtout en parlent. Parce que généralement,
quand les gens vivent de mauvaises expériences, ils n'aiment pas en parler. Oui. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que le risque zéro, ça n'existe pas. Le risque zéro, ça n'existe pas. Mais je pense, au vu des interventions, il y a quand même deux choses. Il faut chercher à savoir si l'entreprise, si la structure qui vend le produit qu'on désire est d'abord authentique et vous offrira en fait les garanties nécessaires. C'est quand même important. Maintenant, après, il y a des personnes qu'on n'arrive toujours pas à voir. Il faut juste s'assurer quand même que, bon, ce qu'on est en train de prendre, c'est le bon. Et compter maintenant sur la bonne foi du vendeur. Je ne sais pas si je peux revenir aussi sur les risques dont on voulait parler. Bien sûr, c'est de ça qu'on parle, oui. Donc, déjà, les interventions nous montrent quand même un certain risque, évident, en fait. Mais il y a un truc sur lequel je voudrais quand même insister. Oui. Celui qui fait du commerce en ligne doit disposer des produits de qualité et doit vous les présenter en fait avec la bonne qualité. Si je suppose que c'est une photo, la photo doit être avec les meilleures pixels du monde pour vous montrer quand même que ce stylo, que oui c'est ça, et bien le présenter. Imaginez, vous-même, vous êtes sur un site ou sur deux sites différents, vous voyez le même article, mais chez quelqu'un c'est tellement joli, mais chez l'autre c'est flou. Je parie que vous allez plutôt vous tourner vers la personne chez qui c'est joli. Bien sûr, en gros. Bien sûr. Être joli sur le site ne garantit pas forcément que c'est joli dans la vie réelle. Et on a vu l'expérience du monsieur. Mais il y a aussi l'autre chose qu'il faut prendre en compte. Parfois, les photos sont jolies, mais lorsque vous avez un téléphone de faible résolution, parfois ça peut altérer en fait ce que vous voyez. Où les couleurs peuvent être un peu distinctes. Moi, j'ai déjà fait l'expérience où je travaillais avec une dame, les gens achetaient, et après ils disaient, mais ce n'est pas la couleur que j'ai demandé. Mais quand vous regardez bien, c'est la couleur. C'est juste que quand vous prenez son téléphone, soit l'image a été dégradée un tout petit peu. À cause de la qualité. Voilà. Et du coup, ça ne permet pas d'avoir forcément ce qu'on cherche. Mais déjà, les gens qui vendent en ligne peuvent être sujets à des pirateries. Ils peuvent se faire hacker. Et l'autre chose, c'est que quand ils se font hacker, ils peuvent voler les données des clients. Et là, c'est un gros risque. Maintenant, quand il y a ce qu'on appelle, quand en construction, il y a ce qu'on appelle l'hébergeur. Quand vous êtes chez un hébergeur qui, par exemple, il y a un des hébergeurs récemment qui a eu un problème et tous les sites qui sont dessus, qui ont acheté leur domaine ou leur hébergement chez lui, c'est parti à l'eau. Wow. Oui. Donc, il y a ces risques. Avec les bases de données. Oui, tout. Absolument tout. Et il y a ces risques, en fait, qu'on pourrait encourir. Vous pouvez acheter et ne pas recevoir. Ça fait partie des risques du métier. Vaut mieux faire alors comme cet intervenant qui dit « je préfère discuter face à face ». Non, mais vous savez, il y a un truc qui est évident. Oui. D'ici quelques années, vous n'aurez plus la possibilité peut-être d'aller acheter de façon physique chez quelqu'un. Autant faire avec les risques. Plus vous achetez en ligne, vous allez apprendre. Et vous-même, vous allez vous faire une idée quand vous voulez acheter. Est-ce que c'est voilà, un truc, on dit conséquence, conseil. C'est vrai, on ne le souhaite pas, mais ça vous permet quand même d'être aguerri et de savoir si... Et de s'adapter à ça. Voilà, un peu, en gros. Et aussi, vous pouvez acheter et ça ne va pas correspondre à ce que vous avez demandé. Donc, il y a ces genres de trucs. Mais parfois, même, il faut quand même dire certaines choses. Il y a une histoire récente chez Facebook. La dame, elle a bien livré. Le livreur a été payé. Et on dit, j'envoie l'argent. Mais en fait, la cliente n'a jamais envoyé l'argent. C'est ça. Donc, en gros, ce n'est pas seulement du côté des entreprises ou des e-commerçants qui a le problème. Oui. Même également du côté des clients. Je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on envoie de la bonne foi dans l'affaire. Parce qu'après tout, c'est virtuel. Et il y a des gens honnêtes, mais il y a aussi des gens malhonnêtes. Donc, du coup, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Très bien. Oui. Et moi, je pense qu'on doit se concentrer ici sur la plateforme. C'est très important, la plateforme. La raison pour laquelle, c'est que quand nous prenons Facebook, ici au Bénin, la plupart des gens aiment faire les achats sur Facebook. Mais la chose, c'est que Facebook, une fois que vous sortez en dehors du Bénin, ce n'est pas trop crédible parce qu'il y a beaucoup de
Même maintenant, Facebook est en train de supprimer beaucoup de comptes. Ça, peut-être vous le savez déjà. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je ne conseille pas trop les achats sur Facebook parce que il n'y a pas d'arbitrage. Est-ce que vous voyez ça? S'il y a un problème, on ne peut pas peut-être suspendre le vendeur. Oui. Et pourtant, si c'est sur une plateforme où on a ce qu'on appelle en anglais escrow. Escrow, ça veut dire que si toi qui es l'acheteur, ok, je suis le vendeur, quand tu achètes quelque chose avec moi, ton argent, la plateforme saisit ton argent, ok? Et moi, je fais la livraison du produit. Quand tu reçois le produit, tu vas faire la revue du produit. Et si tu es satisfait, en ce moment, c'est là que la plateforme me donne mon argent. Voilà. Donc, moi, je conseillerais ça. Mais le problème que nous avons au Bénin, on n'a pas assez de plateformes. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc, et moi-même, j'ai créé aussi un site comme Afribaba aussi. Pour permettre aux gens d'acheteurs et puis vendeurs. Rapidement, effectivement, des gens consultent, mais on aurait bien aimé que la pénétration du marché soit bien plus importante, en gros. Il y a un site qui avait bien démarré, je ne vais pas appeler le nom, qui avait très bien démarré au Bénin, mais aujourd'hui, ils sont nulle part. Et c'est regrettable, en fait, parce que ce site permettait quand même aux Béninois de sortir du Bénin et d'offrir leurs produits, en fait, à l'extérieur. Merci. Mais aujourd'hui, surtout ça, c'est ce que les Nigérians sont en train de faire maintenant beaucoup, parce que les Nigérians sont en train d'exporter beaucoup de leurs produits locaux. Bon, moi, je pense qu'au Bénin, on peut aussi faire la même chose. Très bien. Alors, c'est vrai qu'en dehors de ces risques qu'encourent et clients et e-commerçants, il y a quand même des obstacles qu'on peut noter qui fait que, en réalité, le développement de e-commerce en Afrique ou bien encore au Bénin n'est pas réellement ce qu'il doit être, René. Oui, déjà, la connexion Internet. Parce que c'est comme le petit qui va à l'école en maternelle. Au moins, il doit avoir son ardoise. C'est ça. Mais ici, nous, on a besoin d'avoir notre connexion, en fait, pour travailler. Mais déjà que la connexion, avec tout ce que vous savez, ça amène quand même les gens à se dire, bon, franchement, il faut ci, il faut ça. Déjà, si vous voulez acheter, et que pour un achat que vous pouvez faire en 30 secondes, vous passez 2 minutes, ça énerve. En fait. Et vous quittez peut-être la plateforme. Mais ce n'est pas le problème de la personne qui a construit la plateforme. C'est plutôt la connexion qui n'est pas forcément en bon état. Et l'autre chose aussi, c'est la peur. Honnêtement, la peur gouverne les achats en ligne au Bénin, ou je dirais peut-être même en Afrique. C'est vrai, on est en train d'avancer, mais les gens sont toujours là à avoir peur. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on brise les barrières et qu'on cherche en fait à aller de l'avant. Oui, surtout. Et je l'ai dit, je le répète, le risque zéro, ça n'existe pas. À un moment donné, soit c'est le système qui avance, ou soit c'est à nous-mêmes de forcer le système pour avancer. Et ce que je vois là, on est obligé de forcer le système nous-mêmes pour avancer. Et il y a aussi pour les plateformes que les gens créent qui n'ont pas forcément un très bon référencement. Parce que c'est un élément capital pour un site ou une plateforme qui a quand même envie d'avoir les meilleures positions sur les moteurs de recherche, par exemple. Donc, il faut que ces trucs-là, et aussi les entrepreneurs, il faut qu'ils présentent bien leurs produits. Parce que c'est ça, si vous avez un bon package pour vos produits et que les gens mettent en ligne, si c'est à 5 francs et que le package est très bon, les gens peuvent le prendre en fait à 15 francs sans discuter. Vous voyez un peu. Et l'autre chose qui freine peut-être le e-commerce au Bénin ou peut-être en Afrique, vous savez, la personne vient sur votre plateforme, voit que votre produit est à 10 francs et vous demande encore si vous ne pouvez pas laisser ça négocier à 5 francs. Mais c'est dans la culture aussi, il faut toujours négocier. Non, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on avance. Oui, mais est-ce que vous savez aussi quand même que c'est aussi une porte pour surenchérir sur le coût? Non, pas du tout. Je pense que quand vous calculez quand même tout ce qui entre en ligne de compte, l'Internet, le fait qu'il faut assurer la maintenance de la plateforme, il y a beaucoup le fait que le produit est là. Il faut peut-être assurer, il faut peut-être bien garder le produit. C'est tout ça que l'entrepreneur prend en compte pour fixer son prix. Donc, je pense quand même... Ce n'est pas le prix du marché, t'entends pas? Il y a un autre aspect, c'est que il faudrait toujours que les vendeurs
essaient de réduire le prix en ligne parce qu'en ligne, on suppose qu'ils ne payent pas les taxes. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne payent pas. Ok, comme je vais dire le loyer du magasin, tout ça, ils ne payent pas tout ça. Donc, en vue de la compétition, de la concurrence avec ceux qui ont des boutiques physiques, ok, eux, ils doivent diminuer le prix en ligne pour que les gens puissent venir en ligne pour acheter ces produits. Je me rappelle, en décembre, là, je voulais acheter du riz. Un riz particulier. Et donc, quand je voulais ça, je ne savais pas où acheter ça. Et là, je suis parti en ligne et rapidement, j'ai contacté quelqu'un en ligne. Et puis, la dame m'a indiqué là où il faudrait que je parte. Et puis, je suis parti, j'ai acheté ça là-bas. Voilà. Donc ça, moi, je pense que ça évolue un peu au Bénin. Mais il faudrait que les développeurs de plateformes, avec des applications, il faudrait qu'ils travaillent beaucoup. Surtout eux. Il faudrait qu'ils travaillent beaucoup. Très bien. Alors, avant de faire quelques propositions pour recevoir notre juriste pour l'analyse, nous donner comment ça s'est encadré ici au Bénin, nous allons suivre un petit commentaire du sociologue Kentosu Goyi qui nous en parle dans cet élément. C'est un phénomène qui devient de plus en plus perpétuel aujourd'hui en fonction de l'évolution des sociétés, et puisque la facilité de l'homme à ne plus marcher de sa maison pour aller dans les marchés, dans les centres commerciaux pour aller s'en procurer des vivres, des articles, permet maintenant aujourd'hui de dire que alors je passe par les ventes en ligne rapidement, je suis à la maison, je fais le paiement et puis j'ai le service. Donc c'est une affaire d'offre et de la demande. Dans le premier sens, ça permet d'abord de capitaliser, en ce sens que le politique, c'est-à-dire le gouvernement aussi, peut quand même aussi signer un partenariat public-privé. Et là, on parle de business to government, c'est-à-dire le partenariat signé entre le privé et le public. Et là, ça permet au gouvernement de prélever les taxes, même si c'est des ventes en ligne. Mais si c'est business to business, il n'y a pas de taxes à prélever et ça peut avoir des impacts sur l'économie, en ce sens qu'il n'y aura pas de traçabilité et donc il n'y aura pas d'impôts à prélever. Donc ça agit naturellement sur l'économie nationale des pays qui en pratiquent. Bon, je vais d'abord rappeler que les ventes en ligne ne sont pas les caractéristiques, par exemple, de la société béninoise. Parce que les traits distinctifs et culturels de notre société ne permettent pas d'abord de faire les ventes en ligne. C'est du mimétisme occidental qui a conduit donc à adopter le système de vente en ligne. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce système de vente en ligne aujourd'hui est entaché par le phénomène des gayman. Vous voyez donc, c'est des escrocs qui se cachent derrière l'Internet puisqu'ils savent que le fait existe dans des pays. Par exemple, quand je prends l'Allemagne, en Allemagne, presque tout se vend en ligne. Mais il y a les gayman qui profitent de ce réseau de vente en ligne, par exemple en Allemagne, qui se cachent dans les pays de l'Afrique et de la sous-région pour escroquer les acheteurs. C'est-à-dire, ils mentent qu'ils sont en train de faire vendre des articles en ligne et une fois l'acheteur envoie l'argent, il disparaît et plus ça devient du vol. Donc, il faut faire très attention. C'est aussi le côté négatif, n'est-ce pas, de ces ventes en ligne. L'ANAC. L'ANAC, ça permet l'ANAC. Et puis, du jour au lendemain, ce phénomène d'ANAC de vente en ligne grandit. Et donc, je vais simplement dire que ceux qui pratiquent ce fait doivent pouvoir être sûrs que les sites de vente en ligne disponibles auxquels ils veulent faire des prestations doivent être légiférés par les gouvernants des pays dans lesquels ils sont. Puisque dans une société, nous avons les acteurs et les mouvements sociaux qui prévalent donc dans cette société. Et il va falloir donc vérifier si ces sites de vente en ligne correspondent aux standards du pays dans lequel ils sont. Donc je pense que c'est le travail primordial que l'acheteur doit faire avant de lancer toute vente en ligne. Revenons donc après avoir écouté Kentosu Goyi sur cette petite analyse. René Bodja, votre réaction? Oui, vous avez parlé aussi des propositions. J'ai bien suivi. J'ai bien suivi. Et déjà, je pense qu'il faut, comme il a dit, assainir un peu le secteur.
Je pense que c'est quand même important. Et comme monsieur le disait tout à l'heure, il y a des plateformes lorsque vous achetez, tant que vous n'êtes pas livré ou quand vous n'êtes pas trop satisfait, on vous renvoie en fait votre argent. On peut arriver là, c'est possible. Mais je ne pense pas, je pense d'abord dans un premier temps qu'il faut limiter les plateformes, mais après qu'il faut l'ouvrir. Il faut limiter les plateformes créées pour permettre à l'Afrique d'avoir au moins des plateformes représentatives. Et après, on peut ouvrir. Un peu quand on parle de Alibaba aujourd'hui, quand on parle de je sais quoi, Amazon. Oui, Amazon, il y a aussi une plateforme en Côte d'Ivoire là. Je crois que les gens connaissent ces plateformes, savent ce qu'on peut y trouver. Si je prends le cas du Bénin, nous aussi, on peut peut-être déjà commencer par là, avoir quelque chose déjà un monopole. Et après l'ouvrir, je pense que ça va aider aussi et les commerçants et les clients aussi qui vont en fait acheter. Parce que si vous avez un monopole et que vous savez qu'il y a des répercussions derrière, je pense qu'on peut trouver le juste milieu. Aussi, je pense qu'il faut instaurer une concurrence saine. Une concurrence saine. Genre, il ne faudrait pas favoriser au détriment de l'autre. Et je pense qu'il faut que les plateformes offrent des garanties claires aux gens qui achètent. Pour les rassurer. Oui, c'est important. Et après, pour finir, avant d'envoyer son argent sur une plateforme, s'il vous plaît, la première chose qu'il y a lieu de faire déjà, c'est de regarder si le site est sécurisé. Si c'est un site connu, un site est sécurisé quand vous voyez le HTTPS. Surtout le S à la fin vous dit d'abord que le site est sécurisé. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un site est sécurisé qu'il faut systématiquement envoyer son argent. Non. Si vous allez sur un site sécurisé et que ça vous renvoie vers un autre site non sécurisé, attention, vous devez pouvoir vous poser des questions. Un site sérieux ne peut pas vous renvoyer vers un autre site pour effectuer un achat. Ce n'est pas possible. Donc du coup, si vous voyez des trucs comme ça ou des liens suspects, la moindre des choses, c'est de ne pas envoyer son argent. Et d'attendre. Merci. La chose la plus importante, c'est la sécurité en toute chose. Voilà, parce que il ne s'agit pas d'écrire les plateformes ou bien d'aller faire les achats ou bien des ventes sur les plateformes, mais il faudrait qu'il y ait une sécurité très, je vais dire, très sérieuse, quoi. Voilà. Lorsque nous regardons les plateformes ici au Bénin, il y a quand même des plateformes qui font bien. Par exemple, moi, je donne, je sais pas. On va essayer de limiter. De limiter, ok. Voilà, ben, il y a quand même une plateforme qui fait très bien au Bénin en ce moment. C'est le Vert. Bon, ils font très bien. Ils font très bien en ce qui concerne la livraison de la nourriture. En tout cas, ils adoptent un système qui est un peu, je vais dire, avancé, développé, et ce qui est bon. Mais il faudrait qu'il y ait ce système d'escroc. Il y a ce qu'on appelle peer-to-peer. Peer-to-peer, ça veut dire la plateforme permet que l'acheteur et puis le vendeur puissent communiquer, avant d'échanger, Mais tout est dit que l'escroc est toujours l'arbitre entre les deux. Voilà, il faudrait toujours qu'il y ait arbitre. Très bien. Voilà. Alors, nous avons retrouvé, ou plutôt, ils nous ont rejoint sur le plateau Émeric Okupeli et le juriste, je vous l'avais promis un peu plus tôt, à l'entame de cette émission. Fréjus Satin-Goulou, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi les discussions depuis le début également. Alors, Émeric Okupeli, vous allez prendre peut-être les règnes sur cet échange, sur ces échanges. Et s'il y a des préoccupations, on va les compléter donc auprès de notre juriste, Émeric. Merci Brunel. Bonjour Fréjus Satin-Goulou, vous êtes juriste et vous avez suivi avec nous les échanges autour de la thématique de ce jour, le e-commerce, les risques qu'on peut encourir. Et déjà, au plan juridique, comment on peut définir le commerce en ligne? Alors, le commerce en ligne, ça se résume à la vente. Et la vente, selon le premier alinéa de l'article 525 du Code civil, c'est défini comme une convention par laquelle l'acheteur s'oblige à livrer une chose et pas l'acheteur, le vendeur s'oblige à livrer une chose et l'acheteur s'oblige également à payer le prix. Donc c'est un contrat entre le vendeur et l'acheteur. L'autre chose qu'il faut également retenir dans cette définition, c'est que le vendeur a l'obligation d'information. Le vendeur doit informer l'acheteur sur le produit, le bien qu'il est en train de proposer. Donc, c'est une obligation d'information. Il y a également l'obligation de garantie des vices. Parce que lorsqu'il y a des vices cachés,
il y a des dommages et intérêts, il y a la responsabilité du vendeur qui est engagé. Ce qu'on constate souvent, c'est que lorsque vous allez sur des plateformes, vous voyez des descriptions. Je pense que ça a été discuté ici. Vous voyez des descriptions, mais à la fin, ces descriptions-là ne correspondent pas aux produits achetés. Oui. C'est pour cela que le législateur a prévu l'obligation d'information. Et lorsque le vendeur manque à cette obligation d'information, il pourra, sa responsabilité pourra être engagée. Il y a également, j'ai parlé des vices cachés. Les vices cachés, c'est que le vendeur sait bien que le produit qu'il est en train de proposer a des problèmes, mais il assure quand même la vente et l'acheteur reçoit le produit. Lorsque il est établi que le vendeur avait connaissance des vices, il sera obligé à non seulement retourner le prix de l'achat, mais également payer les frais occasionnés par la vente. Donc, c'est ce qu'on peut dire rapidement sur. Alors, quand on parle du commerce en ligne, il faut dire qu'on fait recours à l'Internet. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'il faut que le site soit soumis à des exigences. Dites-nous de façon juridique, quelles sont les exigences dont doit et comment dit-on, les exigences que un site Internet doit respecter. Alors, sur le plan juridique, le législateur a encore du mal à encadrer un peu ce volet parce que, vous savez, le numérique a commencé il y a longtemps, mais le législateur ne s'est pas très vite intéressé au numérique, où nous avons eu beaucoup de problèmes. Nous avons eu des vols de données en ligne, l'escroquerie en ligne et tout un problème. Et donc, c'est parce que dans les juridictions, les magistrats ont commencé par avoir du mal. Parce que quand on parle du phénomène de Gaiman, on dit, mais ce n'est prévu nulle part. Parce que pour punir un comportement, il faut que le législateur ait prévu ce comportement-là. Si ce n'est pas prévu dans la loi, c'est que ce n'est pas une infraction. L'infraction doit être prévue. Et donc, dans l'histoire, on a constaté qu'il y a des comportements qui sont de mauvais comportements, un mauvais comportement de plus. Mais on n'arrive pas à punir parce que le législateur n'avait pas prévu ça. Et donc, c'est à partir de là que le législateur a commencé par s'intéresser un peu à la notion du numérique. Et désormais, on a beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand on prend certains comportements dans la vie active, on voit que le législateur a transporté ces comportements-là dans le monde numérique également. Quand vous prenez le code du numérique actuel, vous voyez l'escroquerie en ligne, la vente et tout ça. Donc, légiférer, encadrer la création de sites internet et tout, à ma connaissance, le législateur ne s'est pas encore intéressé à ça, en tout cas au Bénin. Ok. Alors, quand on parle aussi du commerce en ligne, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un rapport entre le vendeur et l'acheteur. Et justement, il y a le problème de traitement des données personnelles qui interviennent surtout par rapport à ça. Dites-nous, que prévoit les tests par rapport à cet aspect de la chose? Le traitement des données en ligne, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, nous avons la notion de la vie privée où sur Internet, on a du mal à encadrer cette notion-là. Même sur Facebook, à l'international, vous avez des jurisprudences en la matière qui ne sont pas encore des jurisprudences posées parce que on constate que ces plateformes-là vendent nos données. On constate que cette plateforme-là vend nos données, mais on n'a pas la possibilité de saisir les juridictions pour avoir gain de cause. Mais normalement, ce qui est prévu, c'est que lorsque vous avez une plateforme, vous avez l'obligation d'assurer la protection des données. Mais lorsque vous n'avez pas la possibilité d'assurer la protection des données, c'est que vous devez justifier que oui, vos données sont stockées dans notre base de données, mais cela doit être stocké dans notre base de données pour telle raison. Vous devez justifier, vous devez motiver pourquoi vous voulez stocker ces données-là. Vous devez également montrer à quoi ces données-là vont servir plus tard. Pendant combien de temps on doit stocker ces données-là. Et donc, ce sont des exigences que la loi a prévues, mais dans la pratique, est-ce que ça se constate? Je ne sais pas. Au Bénin, nous n'avons pas encore des instances, des institutions qui travaillent réellement sur la protection des données
en ligne. Il y a la scie là. Dans d'autres pays, oui, mais là, on va pas rentrer dans ce débat. Dans d'autres pays, il y a des institutions qui travaillent effectivement, où lorsque vous voyez que vos données sont volées en ligne, vous voyez que vous avez des problèmes de données en ligne, vous pouvez saisir ces institutions-là. Je ne connais pas les statistiques de l'agence, là, mais combien de citoyens arrivent à saisir l'ARCI pour des problèmes de données en ligne, je ne sais pas. Et combien de décisions ou bien de recommandations l'agence a déjà reçues. Donc, ce sont des problèmes dans la pratique. Alors, vous avez suivi tout à l'heure également ces jeunes qui nous ont conté un peu leurs expériences quand tu as l'achat en ligne et tout, ceux qui ont été déçus et tout cela. Est-ce qu'ils ont des voies de recours quand je fais un achat en ligne et que je ne suis pas satisfait pour pouvoir rentrer en possession de leurs droits, en quelque sorte? Oui, en réalité, ils ont des droits parce que du moment où il y a une infraction, il y a toujours un droit de recours. Mais on a un problème à ce niveau-là parce qu'il faut voir d'abord la plateforme qui a servi d'interface de vente ou de moyen de vente. Est-ce que c'est enregistré? Si c'est enregistré dans quel pays? Le fournisseur ou bien l'auteur de la plateforme est de quelle nationalité? Il habite où? Il est dans quel état? Parce que c'est un problème de conflit de loi et de conflit de juridiction. Lorsque vous allez payer sur un site internet qui est situé en Côte d'Ivoire et que le fournisseur même est peut-être quelque part en Europe et que vous êtes béninois, vous allez saisir quelle juridiction pour demander à ce qui est réparation de vos droits. Donc c'est un problème vraiment complexe qu'on n'arrive pas à régler. Mais normalement, si c'est un site qui est au Bénin, que vous êtes béninois, le promoteur du site est également au Bénin, vous pouvez saisir le tribunal de première instance, la chambre commerciale, parce qu'il s'agit du commerce, vous pouvez saisir la chambre commerciale. Mais lorsque c'est un conflit qui va jusqu'à 5 millions, vous devez saisir le tribunal de commerce directement pour pouvoir régler ce problème-là. Mais lorsque c'est des sites fantômes, je préfère le dire comme ça, des sites fantômes où on ne sait pas dans quel pays c'est enregistré, c'est compliqué. Et si c'est des achats de 5 000, de 10 000 francs, vous voyez, on a du mal. Parce que c'est tout un processus. Il faut vérifier dans quel pays le site a été créé, dans quel pays c'est hébergé. Parce qu'on peut créer le site aux États-Unis et héberger ça en Allemagne. On peut créer le site au Bénin et héberger ça en Côte d'Ivoire. Le promoteur même, peut-être quelque part en Europe, ou le vendeur même peut être ailleurs. Parce que c'est une chaîne et c'est totalement compliqué. Donc, pour des achats de 10 000 francs, de 5 000 francs, vous imaginez très mal d'entrer dans ce processus-là pour demander réparation. Mais lorsque c'est des conflits allant jusqu'à 5 millions, je pense que les gens ont l'audace d'entrer dans le processus pour vérifier c'est qui le promoteur, c'est dans quel pays, et saisir les juridictions compétentes. Alors, au cas où, parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a le rapport entre l'acheteur et le vendeur, et quand il y a des sanctions, ça doit être aussi entre ces deux personnes-là. Dites-nous, quelles sont les sanctions qui sont prévues, et pour acheteur en cas de non-respect des obligations, et également pour le vendeur? Oui, j'ai commencé par le dire que c'est un contrat entre le vendeur et l'acheteur. Et chaque partie, dans un contrat, il y a des parties au contrat. Il y a 2 parties au contrat et chaque partie a des obligations. Lorsque l'une des parties ne respecte pas ses obligations, sa responsabilité sera engagée. Je prends un exemple. J'ai dit tout à l'heure que la vente, c'est un contrat entre le vendeur et l'acheteur. Le vendeur qui s'oblige à livrer une chose et l'acheteur qui s'oblige à payer le prix. Et donc, la livraison dont on parle ici, c'est de 2 sortes. Ça peut être livrer, c'est-à-dire décharger la propriété, parce qu'il y a un transfert de propriété, donc décharger la propriété ou livrer la marchandise même. Lorsqu'il y a transfert de propriété, lorsque vous achetez peut-être un stylo chez un vendeur, dès que vous payez le prix, c'est-à-dire le stylo vous appartient, donc il y a transfert de propriété. Mais cela ne voudra pas dire en cours de route, si on doit livrer
le stylo en cours de route, si le stylo se perd ou le stylo se casse, ça ne vous a pas dit que parce qu'on a déjà transféré le bien, que la responsabilité du vendeur n'est plus engagée. Le vendeur a l'obligation d'assurer la protection du bien jusqu'à ce que l'acheteur ait reçu le bien et confirme que le bien que j'ai reçu est en bon état et les caractéristiques, c'est-à-dire l'information que j'ai reçue avant de payer le prix est conforme, c'est-à-dire le bien est conforme à la description. Donc, c'est lorsque le vendeur n'arrive pas à assurer une obligation pareille, sa responsabilité sera engagée. J'ai dit tout à l'heure qu'il sera obligé à retourner le prix de l'achat et à payer également les frais occasionnés si l'acheteur a payé la livraison ou d'autres frais. Donc, ça revient au vendeur de payer tout ça là à l'acheteur. Mais il peut arriver que en cours de route, l'acheteur décide de se rétracter, c'est-à-dire dit je ne veux plus le bien. Ça arrive et le législateur a également prévu ça. Lorsque ça arrive, c'est que l'acheteur, non seulement si le vendeur a déjà engagé des frais pour faire livrer la marchandise, l'acheteur a l'obligation de payer ou bien de rembourser ces frais-là engagés par... Mais il peut arriver des problèmes plus graves que ça, où le vendeur refuse peut-être de retenir le prix, ou le vendeur refuse peut-être d'accepter le bien qui est peut-être mal livré ou qui ne correspond pas à la description. Tout part du contrat de vente. Oui, tout part d'un contrat. Et le contrat n'est pas seulement écrit. Le contrat peut être écrit ou tacite, c'est-à-dire express ou tacite. Donc, on ne peut pas rester dans son coin pour dire, il n'y a pas eu de contrat entre nous. Nous n'avons signé aucun document. Du moment où il y a accord sur la chose vendue et le prix, c'est qu'il y a contrat. Même lorsque vous allez au marché, vous voyez du riz, vous regardez le riz, vous dites, mais madame, c'est à combien? C'est 2,50. Ok, je suis d'accord, je veux prendre. C'est un contrat. On ne peut plus baisser, on ne peut plus... C'est un contrat déjà. Du moment où vous êtes d'accord, l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord sur le prix, c'est un contrat. Et on n'a pas besoin de signer un document pour qu'il y ait du contrat. Donc, le contrat, c'est du moment où il y a accord sur le prix. Et je disais, il y a des obligations. Les obligations, parce que quand le contrat est écrit, on met les clauses dans le document, c'est signé. Et on va se demander, mais lorsque le contrat n'est pas écrit, quelles sont les clauses? Les clauses sont là connues. C'est-à-dire, on doit livrer le bien en bonne qualité. Le bien doit correspondre à la description, à l'information donnée par le vendeur. L'acheteur doit payer le prix de l'achat et doit recevoir. Parce que parfois, il faut payer le prix et il refuse de recevoir le bien. Et là, c'est que le bien reste encore sous la responsabilité du vendeur. Si quelque chose arrive au bien, c'est que c'est le vendeur qui doit prendre ses responsabilités-là. Et donc, si l'une des parties ne respecte pas cette obligation, il y a des conditions dans lesquelles soit le vendeur retourne le prix et l'argent avec les frais occasionnés, soit l'acheteur également rembourse au vendeur les frais occasionnés par la livraison ou par la vente. Alors, au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas des sanctions un peu plus dures que ça? Parce que le simple fait de retourner la marchandise, est-ce que ça règle le problème? Oui, des amendes, il y a des amendes. Parce qu'ici, il faut recadrer un peu pour dire qu'il s'agit, nous sommes sur le plan purement civil. Et sur le plan purement civil, nous sommes en matière de contrat. Et en matière de contrat, il n'y a pas tellement de sanctions plus graves. Quand on parle d'escroquerie, on parle de vol, non. C'est un contrat entre les parties. Et parfois, si le contrat est écrit, parfois dans le contrat, on s'oblige à ne pas aller devant la juridiction pour régler les problèmes. C'est les deux parties qui décident ensemble et s'obligent à ne pas aller devant la juridiction. Mais lorsque le contrat n'est pas écrit, et je disais tout à l'heure, parfois le vendeur peut refuser de recevoir le bien lorsque l'acheteur voit que le bien ne correspond pas forcément à la description. Le vendeur dit, ah non, moi j'ai déjà vendu et c'est terminé. Si il s'agit d'un conflit qui va jusqu'à un montant donné, on peut aller devant la juridiction. Mais si il arrive des cas où
l'acheteur établit que le fait, peut-être la livraison n'est pas venue à l'heure, le fait que la livraison est venue en retard, ça a eu d'autres dommages, ça a causé d'autres préjudices, peut-être à son business à lui. On peut évaluer les dommages et imputer ces dommages-là au vendeur. Donc, des sanctions plus graves, je ne pense pas. C'est un contrat et c'est les deux parties qui discutent du contrat. Les deux parties vont devant la juridiction lorsqu'ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Et c'est un peu rare, Alors ça, c'est pour le cas de ceux qui quand même font preuve d'honnêteté, qui rendent les produits ou les biens qu'ils ont postés. Maintenant, dans le cas où je suis victime d'une escroquerie sur la toile, sur Internet, en parlant du commerce, qu'est-ce qui est prévu par les tests en matière de sanctions? Lorsque vous êtes victime d'escroquerie, il n'y a pas de différence entre escroquerie en ligne et escroquerie hors ligne. C'est-à-dire, lorsque vous êtes victime d'escroquerie, l'escroquerie, c'est une infraction. C'est une infraction, il faut saisir les juridictions, il faut adresser peut-être une plainte au procureur de la République pour expliquer comment vous avez été victime de l'escroquerie. Je pense qu'il y a des services au Bénin actuellement qui s'en chargent. Même lorsque c'est commis en ligne, on peut vérifier qui est l'auteur du site, qui a créé le site, il habite où. On peut tout vérifier. Mais le problème, ce que j'expliquais déjà au début, le problème c'est que lorsqu'on arrive à vérifier tout ça, on constate que le site peut-être est hébergé en Europe, le site est hébergé dans... Si ce n'est pas un montant aussi colossal, évolué, on a du mal à engager des poursuites, à faire entrer l'Interpol dedans et à saisir des le processus même. Le processus c'est plus cher que même. Oui, c'est coûteux. Même pour l'administration, même pour la justice, ça coûte beaucoup et pour vous aussi ça va coûter. Si effectivement on arrive à interpeller peut-être la personne au Canada, il faut des démarches. Il faut des démarches pour pouvoir amener la personne au Bénin. Et très souvent, en tout cas dans la pratique, et ce que je sais, c'est souvent impossible. Les autres États n'acceptent pas à livrer leurs citoyens à d'autres États pour être jugés. Donc, c'est totalement compliqué. C'est très, très difficile. Alors, avant de demander peut-être l'avis de nos deux invités sur tout ce que vous avez listé comme règles tout à l'heure, je voudrais d'abord savoir si vous avez mis des règles. Est-ce que vous avez l'impression que ceux qui sont aujourd'hui en ligne maîtrisent la chose et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de traiter, par exemple, des dossiers du genre pour nous dire, oui, ils maîtrisent la chose et ils connaissent les règles quand même, ils peuvent porter plainte, ils savent qu'ils peuvent porter plainte comme ça? Non, je ne pense pas. Ils ne le maîtrisent pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas si les acteurs même savent que le code numérique a prévu des dispositions en la matière, alors que le code numérique a prévu des dispositions en la matière. Lorsque vous prenez le code numérique à partir de l'article 360, vous voyez que le législateur a consacré beaucoup de choses sur la vente en ligne. Mais si les acteurs même ne connaissent pas les dispositions, ne savent pas que la loi a encadré un certain nombre de choses en la matière, je pense que ceux-là qui sont les cibles, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas eu la chance de traiter des dossiers du genre, mais j'ai eu des expériences personnelles où je vous l'ai dit, et c'est pas aisé de s'engager dans des procédures judiciaires pour des histoires de 10 000 francs, de 15 000 francs, de 20 000 francs. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, tu es là et tu subis en fait. Tu encaisses et tranquille, ça passe. Moi, j'ai eu des expériences. C'est une expérience. C'est une expérience. Mais parfois, il arrive des conflits entre des fournisseurs ou des personnes qui ont peut-être leurs entreprises, qui commandent des produits en ligne à hauteur de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. Mais si ça arrive comme ça, je pense que les gens doivent saisir les juridictions pour demander réparation. Parfois, il arrive que ça peut être des sommes aussi colossales que ça, 10 millions, 20 millions. Mais les gens ne savent pas que ils peuvent aller devant la juridiction pour demander des réparations. Les gens ne savent pas que le législateur a prévu des dispositions en la matière. Le Code du numérique au Bénin a prévu des dispositions en la matière. Il y a des procédures qui peuvent amener même à interpeller des personnes à l'extérieur. Donc, les gens sont là dans l'ignorance et tranquilles. Et l'injustice passe et on ne dit rien.
Très bien. Merci beaucoup, Fréjus Atindoglo. Alors, Arosivo, vous avez suivi tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Vous en maîtrisez certains, je suppose. Oui. Je pense qu'en ce qui concerne les juridictions et sur les e-commerce, c'est presque la même chose partout dans le monde entier. Voilà, parce que normalement, avec les sites d'Internet, une fois que vous créez un site, normalement, on vous donne ce qu'en anglais, on appelle ça policies. Okay? Vous avez les policies, les terms and conditions, ce qui veut dire les termes et les conditions. Oui. Voilà, donc vous mettez ça sur le site. Et la plupart du temps, ces termes et conditions sont rédigés par, je crois, des juristes. Qu'on ne lit jamais d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, ça, il y a ce côté que les propriétaires des sites mettent ça sur les sites. Maintenant, le problème n'est pas trop le site. Le problème, c'est entre le vendeur et puis l'acheteur. Ce n'est pas parce que le site, ils sont très souvent neutres. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que, ça dit, tu peux acheter quelque chose, tu fais la commande de quelque chose, mais le vendeur qui est là-bas, bon, en fait, si c'est un malfrat, vous voyez un peu, c'est lui qui va jouer le coup. Oui. Maintenant, plus que, si vous prenez Facebook comme ça, Facebook, la plupart des gens qui sont enregistrés sur Facebook, qui vendent sur Facebook, ne sont pas enregistrés, n'ont pas le droit d'enregistrer sur Facebook. Ce sera compliqué. Voilà, donc si vous perdez de l'argent sur Facebook, ça serait très difficile de retrouver ces personnes. Même avec les IP adresses, les IP adresses, c'est encore très difficile. Voilà. Donc, mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est tout à fait correct d'informer la population, surtout les consommateurs. C'est la loi de la protection des consommateurs qui est là. Et au Bénin, ici, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne la loi, en général. Surtout l'information du peuple béninois, que le peuple a ses droits. Oui. Voilà, le consommateur a ses droits. Voilà, que le consommateur peut porter plainte contre peut-être le vendeur. Mais les gens ici, les gens aiment beaucoup, ce que moi j'ai remarqué, les gens aiment beaucoup dire judo, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Les gens aiment beaucoup ça, mais c'est un problème. Il faudrait que, d'une manière, je vais dire judiciairement, il faudrait que les gens s'engagent, même si c'est 5 000 francs. Même si c'est 5 000 francs, il faudrait que les gens s'engagent pour porter plainte, pour avoir une conscience claire, quoi. Pour cette éducation-là, en fait, à aller un instant, Fréjus Atindoglo, je vous donne la parole tout à l'heure. Moi, je vais d'abord commencer par dire, c'est vrai, on dit nul est censé ignorer la loi. Mais la réalité est là. On est au Bénin où vous avez la majorité de la population qui est analphabète. Et après, on se pose la question de savoir qu'est-ce que les dirigeants font pour aller en fait vers les populations, pour les informer. Voilà. Même les entreprises qui sont censées connaître ou même les vendeurs qui sont censés connaître ne vont même pas chercher. Et on ne va pas se voiler quand même la face. Si je veux lire le code du numérique, que je vois que ça fait une tonne, en fait, a priori, ça repousse. Je pense qu'on doit aller à la spécialisation en fait des choses. Si on veut parler du numérique, je pense que en 50 pages, on s'en occupe, on parle. Si on veut parler de tel, on parle. Je pense que ça va favoriser en fait. Et j'avais même une question à vous poser, mais je crois que j'ai eu la réponse avant. C'est même sur Facebook, simplement, pour s'inscrire, combien de personnes vont lire les CGU, les conditions générales d'utilisation? Presque personne ne lit. Parce qu'on se dit, c'est trop long. Et c'est petit parfois, en plus. Pourquoi c'est petit? J'avais compris. Alors parfois, il est même prévu qu'en cas de conflit entre la personne morale ou physique et vous, quand il y a un problème, il est même prévu les moyens de règlement. En fait. Mais on ne lit pas, en gros. Et à Fréjus, je voudrais bien dire, même si c'est 10 000 francs, je pense qu'à un moment donné, il faut commencer par oser. Parce que imaginez, si vous prenez 100 personnes et qu'on fait 10 000 francs fois 100 personnes pour un même commerçant, ça fait quand même quelque chose. C'est une somme. Et si la personne continue comme ça, sans impunité, je pense qu'il y aura toujours un petit souci. Très bien. Alors, nous allons recevoir Modeste tout à l'heure. Le temps est vraiment parti. Fréjus, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir rapidement pour dire que, comme le monsieur l'a dit, le site ne peut pas être neutre parce que c'est le site qui sert de plateforme d'échange entre le vendeur et l'acheteur. Si le site n'existait pas, l'inflation ne devrait pas exister. Oui. Donc, la responsabilité doit être partagée. Le site qui a un fournisseur doit être sûr que le fournisseur que j'ai engagé pour vendre les articles est quelqu'un d'authentique, quelqu'un d'honnête. Donc, la responsabilité du site également est engagée à ce niveau-là. Parce que c'est le site qui met en contact le vendeur
et l'acheteur. Si le site met en contact un délinquant et une victime et après dit mais moi je n'y suis pour rien. Je suis pour rien, je suis juste là pour. Donc la responsabilité est engagée de tout le monde parce que si on doit atteindre peut-être le fournisseur, il faut peut-être passer par lui. Par le site pour dire mais c'est ici que j'ai payé telle chose mais je n'ai pas reçu l'argent que j'ai envoyé et tout, et le site c'est telle personne qui a livré. Donc c'est une chaîne et on ne peut pas exclure quelqu'un de la chaîne. Le plus grand site de e-commerce au Bénin, c'est lequel? C'est Facebook. Mais si il y a un problème là, vous ne pouvez pas. Facebook ne répond même pas aux messages. Vous savez que dans les États développés, les citoyens arrivent même à porter plainte contre Facebook. Oui, absolument. Mais Facebook, ils s'en foutent, franchement. Alors, dernièrement en France, oui, ce fut le cas. Je crois que c'est Google et Facebook qui ont quand même été sanctionnés par le LG, quelque chose là. En fait, c'est une institution spécialisée qui s'occupe des questions de vol de données, de ce genre-là. Donc, si nos États arrivent quand même à s'imposer en fait aux géants, comme on les appelle, quelque chose peut vraiment changer. Merci beaucoup. Alors, je vais vous libérer pour recevoir Modeste sur le plateau. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler quiz tout à l'heure. Nous allons tester notre culture avec le reste de nos invités. Votre mot de fin avant de vous libérer? Je pense que le Bénin avance en ce qui concerne le e-commerce. Et puis, je pense que si les gens veulent acheter des choses en ligne, il faudrait qu'ils vérifient, surtout le vendeur, il faudrait qu'ils vérifient l'histoire du vendeur en ligne. Parce que c'est ce qu'on peut vérifier, combien de ventes que la personne a déjà peut-être réalisées. Voilà. Et puis les avis, les revues surtout. Oui. Et ça, c'est très surtout les revues. Parce que la plupart des gens, au fait, moi personnellement, Facebook, je n'encourage pas, franchement. Pour faire les achats. Il vaut mieux aller sur les sites. Mieux vaut aller sur les sites. Bon, les sites aussi, c'est pas trop ça. Mais il faut vérifier, surtout les vendeurs, quoi. Bon, c'est un peu ça. Et puis, il faut avoir toujours les policies de remboursement. Oui, vous l'avez expliqué. Toujours, il faut avoir quelque chose de remboursement. La politique de remboursement. Oui, voilà, très important. Merci beaucoup, Yacouba Rossivo. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau. Vous êtes entrepreneur en ligne. Retour en plateau, Modeste, on vous retrouve pour les messages, la pensée du jour et l'humour. Alors, bien évidemment, au message ou à la question, avez-vous fait l'expérience du e-commerce? Si oui, racontez-nous, et sinon pourquoi. Nous avons eu quelques messages. Oui. Et il y a Laurette qui dit, j'ai eu l'expérience du e-commerce, mais ça n'a pas fonctionné pour moi, car j'ai perdu des ressources pour les envoyer. Pour envoyer les articles et publier. Ensuite, elle dit, donc j'ai perdu en ressources, en temps, en argent, en crédit et aussi en énergie. Il y a Clémence qui dit, je n'ai jamais vendu, mais j'aide des amis à publier les articles. J'ai acheté quelques fois. À chaque fois, j'étais déçue. La plupart sont malhonnêtes et ils font de la surenchère. Un truc que tu peux avoir à 2000, à 1500, tu négocies bien, on te vend ça à 6000. Et ils prennent l'argent de la livraison en plus. L'argent de la livraison qui s'élève à 1000 francs. Vous imaginez un peu, comment pensez-vous que je vais me sentir après avoir découvert le vrai prix du produit sur le marché? À chaque fois, je suis tentée, mais je me retiens afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Ça attire, mais ce n'est pas du tout l'idéal. Ça facilite un peu la vie, parfois les déplacements et autres, mais c'est frustrant de constater qu'on s'est fait arnaquer. Alors, il y a Mako qui dit, j'ai eu l'expérience du e-commerce, j'ai essayé, j'ai fait le commerce en ligne. Autrement dit, le commerce et le réseau. Faire le commerce sur les réseaux insinue jeter de l'argent en espérant avoir des gains, des avantages, des bénéfices. On le dit souvent, il faut risquer. Qui ne risque rien n'a rien. Oui. Mieux vaut risquer, investir en espérant avoir des gains et ne rien faire, rester bras croisés. Nous poursuivons avec les messages. Je n'ai jamais vendu d'articles sur les réseaux sociaux, mais j'en achète régulièrement. Et je peux dire d'après mes expériences, jusqu'à présent, que ça me facilite la vie. Ça m'évite de me déplacer pour faire mes achats
Même s'il faut le reconnaître, on pourra se passer des frais de livraison. La prière de ne pas tomber sur un vendeur de mauvaise foi, savoir être courtois en allant dans le vif du sujet. Je trouve mes commandes de produits déjà disponibles sur le territoire national. Trouver les commandes de produits déjà disponibles sur le territoire national est mieux stressant que les commandes en Chine. Alors, il faut noter que la commande en Chine est foisonne sur les réseaux sociaux actuellement. Où il faut faire, on parle d'achat sans tasse et d'achat avec tasse. Ensuite, il y a un téléspectateur qui dit: j'ai eu de l'expérience avec le e-commerce. J'entends parler, je le fais quelquefois, mais pour les services proposés par l'État, c'est-à-dire l'ASBE, l'ANIP et autres. D'accord, oui. C'est vrai que ça facilite aussi la vie. Hein, oui. Alors, pour finir, un dernier message. Peu importe le thème employé, ils veulent tous dire la même chose. Commerce électronique, commerce en ligne, commerce sur les réseaux sociaux ou encore e-commerce, désignant l'achat et la vente de biens et de services. Depuis quelques années, ce nouveau mot de commerce connaît un succès fulgurant et qui n'est pas près de décroître, tant l'engouement des consommateurs est énorme. Cette faveur s'explique par les avantages et toutes les possibilités offertes par le commerce. Grâce aux stratégies du marketing en ligne, il est possible aujourd'hui pour une entreprise d'être mieux visible sur Internet et donc d'augmenter ses ventes. Personnellement, j'ai déjà acheté en ligne, mais au-delà des avantages, il y a aussi des inconvénients. Un jour après mon achat en ligne, l'article ne me plaisait plus. Mais un jour après l'achat. Je n'avais plus le droit de remettre. Même si parfois j'étais déçue, l'acte d'achat en ligne qui était encore exceptionnel il y a quelque temps est devenu maintenant un geste presque quotidien pour les nombreuses personnes. Par conséquent, le commerce électronique va continuer à gagner en importance et demeurera embryonnaire grâce au progrès et aux conceptions futures. Alors nous allons finir avec ce message de Gabriel Adanro. Gabriel Adanro, fidèle téléspectateur de la Cour commune, qu'on remercie. Alors on voit quand même dans ces messages beaucoup de peur, beaucoup de mauvaises expériences quand même par rapport à l'e-commerce, j'allais dire. Oui, on remarque beaucoup de mauvaises expériences, mais bon, moi je vais quand même encourager les gens à s'essayer, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, ce que l'on essaye de gagner un peu plus, c'est le temps. Et je pense qu'on va toujours essayer de gagner ce temps-là. Mais il y a quand même, en tant qu'acheteur, quelques préalables aussi qu'il faudra avoir. C'est ce réflexe aussi qu'il faut qu'on ait. Oui, il faut qu'on ait ce réflexe. Il faut déjà aller lire, par exemple, les avis laissés par d'autres personnes. C'est un peu quand vous voulez télécharger une application sur Play Store. On prend au moins la peine d'aller lire est-ce que les gens ont eu des avis positifs. Quand il y a trop d'avis négatifs, on ne s'y aventure pas. Donc je pense faudrait qu'on ait la présence d'esprit de vérifier. C'est pas parce que le bling-bling, parfois ça trompe. Donc il faudrait pas parce que j'ai vu le stylo, c'est tellement joli que je vais déjà envoyer mon argent. Pourquoi je ne check pas sur 2-3 plateformes pour voir est-ce que c'est le même prix, est-ce qu'il n'y a pas au moins 10 ans pour essayer de dire ok maintenant chez cette personne j'ai au moins 3 avis positifs, chez cette personne il y a 2, il y a un de négatif, au moins je vais essayer avec la personne qui a les avis positifs. C'est vrai, le risque zéro ça n'existe pas. Le vendeur peut appeler ses amis pour venir donner des avis. Du coup, il faut... J'allais le dire aussi. Bon, quand même essayer d'avoir un peu de pincette, mais on ne peut aujourd'hui, je peux le dire, on ne peut pas se passer de ces services. Il faut aussi se rendre compte qu'on prend des risques de toute façon. Il faut intégrer que ce sont des risques qu'on prend quand on fait des achats en ligne. Modeste, la pensée de ce matin? Alors, la pensée de ce matin, c'est une pensée d'Éric Matteux qui dit « Le commerce sans marketing logistique, c'est comme un champagne sans bulle. Le consommateur est déçu. » Je reprends encore une fois. Le e-commerce sans marketing logistique, c'est comme un champagne sans bulle. Le consommateur est déçu. Merci, c'est de Éric Matteux. Merci donc pour cette pensée qu'on va commenter très très rapidement. Juste une phrase pour passer à autre chose. René. Je trouve que c'est discutable, même si je suis un peu d'accord.
D'accord. Et quel point vous relevez de discutable? Est-ce qu'on... Enfin... Oui, est-ce qu'on peut encore afficher le... Oui. Il dit le e-commerce en marketing logistique. En fait, c'est surtout ce volet-là. Mais au même moment qu'on est en train de faire de l'e-commerce, c'est quand même dématérialisé. Donc du coup, ça pose un petit souci, en fait. Émeric? Oui, je pense que je partage entièrement la pensée de l'auteur. Quand vous savez tout ce qui a rapport avec Internet, il faut se dire que c'est un risque. C'est toujours un risque que nous courons. Mais le risque en vaut vraiment la peine parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de tout ce qui a rapport avec l'Internet, le commerce en ligne aussi également, qui ne devrait pas rester chez soi et avoir un produit. Je pense qu'en toute chose, qui ne risque rien n'a rien. Avant de donner la parole à Modeste Fréjus. Oui, je pense que la vente en ligne, c'est d'abord du marketing. Quand il n'y a pas du marketing derrière, c'est que c'est mort. Donc, l'auteur a certainement raison d'affirmer de pareilles choses. Modeste? Alors, je vais rajouter pour dire que ce marketing se retrouve souvent au niveau des publications, des avis des personnes qui ont déjà utilisé, qu'on prétend, des personnes qu'on prétend déjà utiliser les produits. Et c'est ça qui nous attire plus à apprendre, mais au final, on est déçus, on se dit, mais pourquoi j'ai pris et autres. Voilà. Très bien. Voilà, donc on a vu l'image, la photo de... Éric Maton, non, on n'a pas pu avoir la photo. D'accord. Voilà. Il n'est pas photogénique, mais bon, quand même celui. Alors, il faut dire qu'Éric Maton, c'est un professeur de marketing à André-Laurando. Il s'intéresse au croisement entre le numérique et le commerce responsable et son impact sur les entreprises au Québec. Il est co-concepteur du nouvel virage numérique, la 4.0. Il est membre de l'Association québécoise de pédagogie collégiale. Il est instituteur ou enseignant chargé de cours aux collégiens au Québec, au Canada et au PROS. Il faut dire qu'il maîtrise mieux le e-commerce et le marketing parce qu'il a étudié 3255 heures de cours sur le marketing et le commerce, le e-commerce précisément. Il est formateur agréé administration commerce. Ce sera tout. Très bien, merci. Voilà, Modeste, nous poursuivons avec l'humour. Alors, pour la première, nous avons, avec la complicité de la régie, nous avons deux amis qui discutent, bien évidemment. Et le premier dit, tu as vu, tout joyeux, il dit, tu as vu, je l'ai acheté sur eBay. eBay qui est... eBay. Pardon, eBay. Et l'autre qui dit, qui est tout étonné, il dit, j'ai vendu sur eBay la semaine dernière. Et là, je pense qu'il faut faire attention à ce que nous prenons sur les réseaux, prenons sur les sites de vente en ligne. Ah d'accord, en fait c'est le vase que l'autre a vendu, que son ami a pris. Voilà. Bon, en espérant bien sûr que ce soit en bon état. Alors, on passe au second, où il faut savoir que tout va devenir quelque chose. On aura prochainement e-transformation, e-commerce qu'on a déjà, e-learning et e-bureau. Oui, bien sûr. Nos bureaux aujourd'hui sont virtuels, on travaille de la maison. Bon. Alors, on aura peut-être des signatures électroniques. Ça je sais aussi. On n'aura pas d'archiviste. On n'aura pas de coffre dans nos bureaux. Oui. On aura même des e-stylos. Parce qu'on n'aura plus... On va se servir de nos doigts. On n'aura plus de chéquier et autres. On passe au au troisième. Où il faut dire, couvrir qu'il y a deux amis qui se parlent, une femme et un homme. Et le premier dit, ouvrir une boutique en ligne, oh là là, mais c'est un énorme investissement en temps et en argent. Mais à l'autre de lui dire, mais quand tu as du personnel, ce n'est pas un investissement. Donc il faut dire, c'est à croire, hein. Quand on fait un commerce en ligne, qu'on n'a pas besoin de trop dépenser, de payer par exemple les employés et autres, mais je
Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui, il faut simplement dire que quand je me réfère à l'humour, c'est qu'aujourd'hui, on peut se passer de beaucoup de ressources humaines. Quand on se réfère au commerce en ligne, vous n'avez plus besoin forcément d'avoir une secrétaire. Vous n'avez plus besoin d'avoir forcément... Encore qu'aujourd'hui, ils sont virtuels. Aujourd'hui, on fait l'assistance virtuelle. Donc, je pense que c'est vrai que ça a ses avantages, mais ça pénalise aussi certains qui se sont fait former dans des domaines dont on peut se passer aujourd'hui. On a vu tout à l'heure des archivistes, par exemple, on n'en a plus forcément besoin, puisque tout est normalement désormais numérique. Donc, on peut archiver tout de façon numérique. Je pense que l'enjeu pour ceux qui ont suivi ces genres de formation, c'est d'essayer de se mettre à jour, simplement. Ou carrément de changer de domaine. Oui, carrément, parce que qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui seront supprimées. Et c'est irréversible. Bien que c'est vrai, le fait du e-commerce réduit certains coûts, mais au même moment, socialement, ça porte quand même entorse à certaines personnes. Ces personnes peuvent aller se faire former dans un autre métier ou actualiser. Parce qu'il y a un truc, même le juriste aujourd'hui peut quand même essayer de joindre le numérique à ce qu'il fait. Donc, il faut juste trouver le juste milieu et ça pourrait amener à créer peut-être de nouveaux métiers. Exactement. Très bien. Merci Modeste pour la recherche. Nous allons poursuivre la dernière rubrique de votre émission, une nouvelle d'ailleurs, Teste ta culture. On y va. Alors, prêtez bien donc oreille attentive à mon test et vous allez donc essayer. C'est quoi l'équipe? Alors, l'équipe, c'est bien face à face. Vous êtes deux face à face, d'accord? Eric oui, c'est ça. Eric et Fréjus, vous êtes partenaires et Modeste et René sont partenaires. D'accord. Comment ça va se passer? Je vous décris brièvement ce dont je parle et vous essayez de trouver la réponse. D'accord. Alors, nous sommes en cinéma pour cette première question-là. C'est un personnage de fiction créé en 1953 par l'écrivain et ancien espion britannique Ian Fleming en 12 romans. James Bond. Exactement, merci. James Bond, des romans qui ont remporté d'immenses succès internationaux. Mais ce sont de nombreuses et régulières adaptations cinématographiques qui ont fait cette œuvre un authentique mythe contemporain. 007, James Bond, j'espère que vous l'avez suivi, avec donc un personnage incarné par 8 acteurs au total au fil des années, dont le dernier s'appelle Daniel Craig, qui joue un rôle d'un espion des services secrets britanniques et grand séducteur. Vous l'avez suivi, James Bond? Oui. Si on connaît James Bond. Est-ce que quelqu'un peut ne pas voir ce Alors, James Bond, qui est également connu par son matricule 007. L'autre question, là nous sommes toujours dans le monde du cinéma. Cette fois-ci, c'est un acteur et producteur de cinéma américain. Il est né en 1963 à Oklahoma. Il est repéré dans une publicité. L'acteur sort de l'anonymat donc grâce à un petit rôle dans le film Thelma et Louise de Radley Scott. En très peu de temps, donc il devient une véritable star et tourne dans de nombreux films à succès comme Entretien avec un vampire de Neil Jordan. Au cours de sa carrière, il reçoit 6 nominations aux Oscars et 5 nominations aux Golden Globes, dont un remporté. Alors personne ne le voit encore. Pour l'armée des 12 singes de Terry Gilliam en 1996. Alors, sex symbole. Dans les années 90, il est le premier acteur élu 2 fois, l'homme le plus sexy du monde par le magazine People en 1995 et en 2000. Marié le 29 juillet 2000 à l'actrice de cinéma Jennifer Aniston, le couple divorce 5 ans plus tard. Personne ne le trouve encore. Ça veut dire que... Mais je suis sûre que vous le saurez davantage tout à l'heure. Il rencontre en temps Angelina Jolie sur le tournage d'un film et vit avec elle pendant plusieurs années.
avant de se marier en 2014. Et il faut dire que Angelina demande le divorce en septembre 2016, divorce qui sera prononcé en 2019. Et avec cet acteur, ils ont 6 enfants. Je parle bien entendu de Brad Pitt, que je suis sûre que vous connaissez. Mais je pensais qu'Angelina Jolie vous aurait quand même mis la puce à l'oreille parce que c'était le couple, le couple de stars le plus en vue, c'est ça, avec son mariage. Il était d'abord marié à Jennifer Aniston avant de rencontrer Angelina Jolie. Merci. Troisième question, nous sommes en politique cette fois-ci. Un homme d'affaires né à New York en 1946, animateur de télévision, homme d'État et milliardaire américain, fils d'un promoteur immobilier. Il travaille dans l'entreprise de son père pendant ses études. En 1911, il prend la direction de l'entreprise familiale et se constitue... Merci, Donald Trump. Il se constitue donc un empire immobilier et de renom d'ailleurs. Une partie de ces immeubles propriétaires de casinos, de résidences de luxe et de domaines. Il faut compter sport, médias, concours de beauté notamment aussi. Célébrité médiatique dès les années 80, impliqué dans le secteur de divertissement télévisuel. Il est animateur de l'émission de télé-réalité The Apprentice de 2004 à 2015. Donc il a fait de la télé aussi. C'est vrai que c'est un aspect qu'on exactement. Il entre en politique dans les années 80. Il est affilié davantage au Parti républicain à partir de 2012. Il sera élu en 2017, le 45e président des États-Unis. Lors de son investiture, il devient le président américain le plus âgé de l'histoire américaine, le premier à n'avoir jamais exercé précédemment de fonction politique ou militaire, ainsi que le 5e à avoir gagné l'élection présidentielle américaine tout en étant devancé dans le vote populaire. Donc tout le monde croyait que non, ça n'allait pas passer. Donald Trump, bien 45e président des États-Unis. Nous sommes toujours dans le monde politique. Oui. Okay. Et cette fois-ci en Afrique, militaire et homme d'État africain. Thomas Sankara. Non. Donc il ne joue plus. Militaire et homme d'État africain. Né vers 1942, il est officier des forces armées de son pays et arrive au pouvoir lors du coup d'État 1969 qui renverse la monarchie. Il se distingue d'emblée par une politique volontariste visant donc à concrétiser les objectifs du panarabisme social. En 1977, je pense que ce mot-là doit vous déjà dire qui c'est, il réorganise les institutions du pays en faisant du pays un État de masse gouverné par le peuple lui-même selon un système de démocratie directe. Sur le plan intérieur, son régime utilise les ressources financières pour en développer les infrastructures. C'est un pays anglophone? Non. D'accord. Afrique de l'Ouest? Non. Les ressources financières, donc l'éducation, le système de santé, les libertés et autres, qui sont par contre quasi nuls, et le pouvoir s'appuie sur un système de terreur et de surveillance constante de la population. En 1969, c'est quoi? Il renonce au poste officiel de chef de l'État, mais demeure de facto aux commandes avec le titre de guide de la révolution. Mais c'est nous on a trouvé. Oui, c'est nous on a trouvé. À partir de février 2011, son pouvoir en place depuis plus de 41 ans est menacé par la contestation populaire que par la répression. Transforme donc rapidement en insurrection armée puis en guerre civile. Et lors de la prise de Tripoli par les rebelles en août 2011, Muammar Kadhafi fuit la capitale. Il est peu après capturé et tué le 20 octobre 2011 dans les environs de Sirte. C'était donc Muammar Kadhafi qu'on a vu en image tout à l'heure. Une dernière question, je pense que nous sommes à 2-1 si je ne me trompe pas. Une dernière question toute simple, là carrément c'est une vraie question. Quelle est l'attitude ou la pensée qui ne conçoit pas l'existence de quelque chose, de quelque dieu, que ce soit, ou divinité, non, ou entité surnaturelle dont on ne peut pas prouver scientifiquement l'existence et qui te fait l'objet d'un culte, non.
quelle est l'attitude ou la pensée qui ne conçoit pas l'existence de quelque dieu que ce soit ou divinité ou entité surnaturelle dont on... Athée. Merci, athéisme. L'athéisme, c'est bien inspiré cela. Je ne suis pas inspiré, on n'est pas inspiré aujourd'hui. Oui. Bon, en tout cas... Ouais, il faut dire que moi, je ne suis pas du tout préparé. Je ne savais pas qui devait avoir un jeu. Mais moi, je ne savais pas. Désormais, c'est bien cela, c'est ce à quoi va ressembler la conclusion de votre émission, la dernière rubrique de votre émission. Juste un mot pour boucler ce plateau. Émeric? Déjà, une phrase. remercier nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs qui quand même ont eu la patience à nous attendre. Nous sommes de retour et voilà pour une nouvelle aventure que j'espère que vous allez aimer. Merci beaucoup. Et Modeste? Alors, merci pour l'accueil parce que c'est ma première et je pense qu'on va faire une très belle aventure comme je l'avais dit. J'en suis persuadée. Déjà, merci pour l'opportunité que vous offrez quand même de parler d'un thème d'actualité. Et moi, j'exhorte surtout en fait la population béninoise, les jeunes, à pouvoir quand même s'essayer dans l'e-commerce. C'est une porte de sortie également. Et ceux qui achètent, c'est vrai, vous pouvez parfois vous faire gruger, mais il y a quand même de bonnes personnes dans le secteur. Fréjus? Moi, je voudrais inviter les acteurs, mais également les citoyens à aller vers ce que le législateur a prévu en matière de commerce en ligne, à savoir qu'ils ont des droits et que le législateur également s'intéresse à la notion de e-commerce et à légiférer en la matière parce que le monde devient de plus en plus numérisé et il faut s'y intéresser. Merci infiniment à vous tous qui avez participé à ces échanges depuis ce matin. Merci. Sachez tout simplement que le e-commerce pourrait augmenter, le marché donc du e-commerce pourrait augmenter de 15 milliards en Afrique entre 2025 et 2030. Donc c'est un marché sur lequel il faut aller. Et vous en sortirez sûrement grandi, sûrement plus experte. Et surtout, renseignez-vous sur les tests qui régissent également, en tout cas qui existent pour l'instant et qui régissent le commerce en ligne. Cela vous protégera davantage des arnaques et autres déconvenues que vous pouvez subir donc en ligne. Sur ces mots, je voudrais vous souhaiter une excellente semaine, une bonne journée, tout en remerciant mes invités pour les retrouver une très, très prochaine fois.